À la tienne. Petit grog. C'est un grog de myrtille, ça, non? C'est ça? Glog, ils appellent ça. Blueberry. Blueberry. On va être bien blindé d'antioxydants, mais vu à quel point c'est dilué. Je sais pas beaucoup, il y a de blueberry dedans. Ouais, je sais pas. Alors, normalement, c'est alcoolisé, ça, c'est des trucs de fête de fin d'année. C'est un vin chaud. Ouais, c'est un vin chaud au final. Ouais. Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur No Wasted Energy, la chaîne du biohacking qui transfère les compétences du sport à haut niveau vers les entrepreneurs. Aujourd'hui, invité spécial, format un petit peu plus podcast, avec un OG de NWE. Quand on a lancé le projet il y a plus d'un an maintenant, un des premiers à nous avoir rejoindre et fait confiance, en la qualité de monsieur Paul-Antoine Ponce. Salut. Bonjour Paul-Antoine, comment vas-tu? Ça va et toi? Pas comme si ça faisait une heure qu'on discutait. Paul-Antoine, c'est un profil un petit peu particulier dans son parcours entrepreneurial, personnel, sportif. Donc beaucoup de choses à déblayer là-dessus. On va traiter de thématiques entre la notion de performance dans le sport, la notion de performance dans l'entrepreneuriat, les ponts qu'on peut faire là-dessus. Des notions entre performance, santé, longévité, qui sont des pôles communs, mais qui ne communiquent pas de la même manière. Parfois, on va chercher un scope longévité, on oublie un petit peu l'aspect performance. Parfois, on prend le point de vue de la performance pour accéder à la longévité. C'est des points de gestion au quotidien que tous les entrepreneurs devraient se poser. La relation entre leur corps et ce qu'ils font dans le business, ce que ça peut leur apporter au niveau cognitif, au niveau développement personnel. Donc, c'est des thématiques qu'on va traiter aujourd'hui. Déjà, Paul-Antoine, est-ce que tu peux te présenter un petit peu dans les grandes lignes pour les auditeurs? Dans les grandes lignes, j'ai 29 ans. Dans les grandes lignes. J'habite en Estonie depuis 4 ans environ. Mm-hmm. J'ai été dans l'armée, j'ai été cuisinier et là je suis entrepreneur dans la finance. Plus précisément, dans la finance, c'est quoi ton projet le plus récent? Fonds d'investissement. Donc la gestion de fonds. Tu dis ça comme ça, mais c'est pas, c'est pas banal. En résumé, j'ai fait un site de dropshipping rapido. J'ai eu 2-3 licences qui m'ont pris 4 ans à avoir. En résumé, des gens assez fortunés, on va dire. Donc c'est un billet d'entrée à 50 000 euros, ce qui est assez faible pour un fonds d'investissement. Nous envoient de l'argent et nous, on le trade et l'investit. Par exemple, dans ce fonds, précisément, c'est de la crypto-monnaie. Ça sonne un peu scammer, ça l'est pas. Je pense que plus personne comprend la crypto comme un scam maintenant, je pense. Ouais, parce qu'on est dans un moment charnière, mais il y a beaucoup de... Où ça, pas scammer, mais un peu YOLO, quoi, des gènes. Et donc, nous, on applique des stratégies qui viennent du monde de la finance institutionnelle dans le monde de la crypto. Donc le risque, machin, la performance, beaucoup de sécurité, tout ça. Surtout le risque en fait. Ouais. Ça, c'est une notion. Risque. Ouais. Pour avoir eu pas mal de consulting avec d'autres personnes qui sont dans la finance, dont toi, c'est peut-être le mot qui revient le plus au final. C'est risk management, en tout cas. Risk management, risk reward. Dans l'idée en fait, est-ce que sur cette notion-là, bon là je fais un peu une parabole, mais est-ce que le risque du coup il n'empêche pas la croissance au global? Tu vois, la notion. C'est un curseur. C'est difficile d'avoir un risque faible et un rendement élevé. C'est pas possible. Déjà, il y a deux familles, on va dire, deux grosses familles qui sont les risk-off, les risk-on. Donc, un peu en français, les choses non risquées et les choses à risque, volatiles, en sachant que les choses non risquées le sont en vérité, mais globalement, c'est un curseur que tu augmentes. Plus tu augmentes le potentiel de retour, plus tu augmentes le risque dans tous ces facteurs, le risque de perte, mais aussi la volatilité, qui n'est pas un risque de perte, qui est que tu acceptes un certain mouvement de hausse ou de baisse, ou simplement plus scientifiquement de mouvement, on va dire. Et la stratégie ultime, c'est de prendre 0 de risque pour 1 milliard de rendement. Cette relation au risque, tu dirais que c'est vraiment spécifique à la finance, ou toi ça fait partie aussi de ta personnalité, de comment tu construis tes projets perso, ta vie au quotidien, cette notion risk-reward, est-ce que c'est une dialectique qui est beaucoup présente chez toi? C'est un truc dans la finance qui est extrêmement ancré. Et moi plus précisément, en étant plus jeune, j'avais tendance à aimer le risque et les sensations fortes. Où en fait, je sais détecter le risque, je vois à quoi il ressemble, je sais quel goût il a,
Je sais à quel risque je m'oppose en prenant cette action sportive, décisionnelle, amoureuse, amicale, ce que tu veux. Et, euh, et j'ai toujours su à quoi il ressemblait, j'ai toujours aimé le prendre Mhm. et le gérer, etc. Et tout s'est répercuté. Dans le monde professionnel de la cuisine, ça s'est répercuté. Euh, ça s'adapte à tel type de marché, de métier, de ce que Mhm. tu fais, de Dans sport. l'armée aussi, tu dirais que c'est un. Dans l'armée, Tu as eu un parcours à l'armée qui était un petit peu, on va dire, non traditionnel, où tu as arrêté un petit peu l'armée euh, en avance, j'allais dire, par rapport à ce que tu devais. C'est aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté, les gens qui sont beaucoup dans le risk management, c'est des gens qui aiment bien s'exposer au risque, mais qui aiment très vite trouver les leviers, les grandes cordes, en fait, les ficelles de ce risque-là. Et une fois qu'elles sont apparentes, c'est très vite, on change de focus, on a pris les infos, ça y est, on s'est exposé juste ce qu'il faut au risque. Maintenant, bon, soit c'est boring, soit j'ai vu les grosses ficelles, ça m'intéresse pas, je skip. Ouais, là, on est plus sur le risque, on est dans la notion de, je pense, de neurodivergence, neurotype et personnalité, qui font que, que dès que j'ai un manque de stimulation, ou dès que j'ai fait une action de complétion, donc d'accomplir, on va dire, je suis rentré dans un domaine, je passe de 0 à 90 souvent très vite, et, dès que j'ai fait 90, 99, 100, voire 110 en fonction de comment tu jauges quelqu'un qui est expert ou pas dans un domaine, mais je vais facilement dans quasiment n'importe quel domaine. Ce qui a une grosse force et une grosse faiblesse, c'est que j'arrive à être expert en quasiment tout, dans les 90-100% de fin. Par contre, j'ai cette tendance à me lasser très vite de ce truc-là. Une fois que c'est fini, il y a de rares choses que j'ai continué. Ouais, et du coup, là, la montée d'un fonds d'invest, c'est quand même un petit peu aussi antithétique là-dedans, puisque c'est foncièrement long terme comme projet. C'est peut-être un petit peu pour t'empêcher aussi de tomber dans ces mécanismes Ah bah là, court terme. là, pour faire les 90-10, Ouais. on rentre dans un monde. Il n'y a pas de Pareto, Ouais, non, c'est un peu plus compliqué. ouais. Tout ça, ça nous ramène à la notion un petit peu de performance. C'est une notion qui est super importante dans l'entrepreneuriat parce que c'est des métriques pour la sanité d'un business. C'est quoi, toi, ton rapport à la performance de manière plus générale? C'est quelque chose qui est extrêmement important pour toi? C'est quelque chose qui est peut-être aussi transverse entre plusieurs pans de ta vie, sport, armée, entrepreneuriat? C'est quelque chose qui revient souvent? Bah d'ailleurs, le plus facile de te parler de performance en retraçant cuisine armée que de parler du risque en retraçant cuisine armée. Ouais. En fait, cuisine armée, le risque est présent. Parce que, je sais pas, la cuisine, c'est un environnement de travail complexe, brigade. C'est l'un des plus stress, accidentogènes machin. aussi, Ouais, c'est ça. donc par défaut. Donc en fait, tu ne décides pas d'analyser et de prendre le risque, tu le prends quoi qu'il arrive. À l'armée aussi, parce qu'on ne prend pas un risque supplémentaire. Je prends pas de. Quand on fait un mouvement et que je suis censé tirer dans cette direction parce que j'ai un pote qui est là et là, je prends pas, je dis ah ça va ce coup-ci, je tire ici. Ça serait prendre un risque supplémentaire. Le risque il est Non, conditionné à le risque, il est là l'entrée. et on le respecte quoi Ok. qu'il arrive. Donc il y a quand même une notion de risque, mais c'est pas une notion de je le prends pas. Tu peux le prendre, mais c'est plus dans la chaîne de commandement. Et pareil, tu fais pas des trucs genre non, vas-y, on charge la baïonnette un char juste pour voir, tu vois. Non. Alors que la performance, beaucoup plus, je peux la translate, la retranscrire, beaucoup plus simplement de sport à cuisine, à machin, à entrepreneuriat. Parce que la première fois que j'ai ressenti ça, c'est grâce au sport, à mon avis. Enfin, jeux vidéo en premier, à mon avis. C'est générationnel. À mon humble avis. Jeux vidéo et sport en même temps. Jeux vidéo, sport, pour pas passer pour un misogyne pervers, je sais pas quoi, on va dire séduction. J'allais dire femme directement, mais on va dire. Dès qu'il y a un jeu, forcément, tu essaies de objectif, performer. etc. Et ensuite, monde du travail. Et ensuite, entrepreneuriat plus tard. Et la finance, c'est encore un truc à part. Mais jeux vidéo, stimulation, performance, etc. Sport, stimulation autre que psychotechnique, plutôt physique. Accès performance, parce que ça me stimule, parce que j'aime ça, parce que neurotype, personnalité, machin, tout ça. Je fais pas un truc là maintenant, après 3 décennies,
Et après avoir vu des préparateurs mentaux, etc., et me faire suivre, j'essaye justement d'avoir un côté non-performance. Le piano, le machin, avoir un truc plus souple, plus léger, on va dire. Mais avant, j'étais bloqué dedans. Et ensuite. Mais c'est important parce que dans la gestion de la performance, souvent la performance pour la plupart des gens, c'est le but et le butin. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'être plus performant. Pourquoi être plus performant? Pour pouvoir être plus performant, pour être plus performant. Et dans tout ça, donc on cherche à aller fort sur les plus et on ne cherche pas forcément de balance. Moi, ça vient d'un besoin. Ouais. D'un besoin de. C'est-à-dire un besoin quoi, physiologique, un besoin psychologique? Physique et physique psychotechnique, et donc le mélange des deux qui est plus relié à moi, mon existence là maintenant tout de suite, qui est un besoin de dépenser une certaine énergie, et physique et psychotechnique. Ouais. Mais du coup, la contrepartie, donc là c'est la partie activation, on va dire, sur la partie inhibition. Zéro désactivation. Voilà. Zéro inhibition. Toujours, et pendant longtemps. Hein. C'est-à-dire que je te parle là de 2 décennies, si c'est pas 25 ans de ma vie à passer. À uniquement capitaliser sur plus d'activation, plus de stimulation, plus d'énergie, plus de dépenses. Et peut-être maintenant un peu plus à l'inverse, je dirais cette dernière année, en tout cas le travail qu'on a fait ensemble, c'était aussi là-dessus, de passer sur de la gestion de la performance aussi. Ça, c'est extrêmement important en préparation mentale. Enfin, il n'y a pas d'énergie gratuite. Il y a une raison pour laquelle j'ai appelé mon projet No Wasted Energy. C'est que l'énergie qui est en plus, il faut qu'il y ait une contrebalance en moins. Moins étant pas, on fait moins de choses, mais ça sonne négatif, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Le moins, il est très mal vu. Moi, c'est récent que je le perçoive pas comme négatif. Tu vois. Le fait de rien faire, juste l'impression d'être une merde, alors que c'est un pur pose. Et d'ailleurs, en fait, pour revenir à l'accès performance et risque, en fin de compte, si tu regardes, je suis un énorme outsider, et en même temps, la finance, c'est la quintessence du risque et de la performance. Donc ça fait tout son sens. Et l'accès performance a une notion tout particulièrement qui se transcrit sur les marchés. La performance, c'est en pourcentage ce que tu fais en positif. Et pour reparler de la désactivation, de la redescente, l'inhibition. J'y avais accès avant, inconsciemment. C'est-à-dire que j'atteins en sport, en cuisine à l'armée, j'atteins un tel niveau d'utilisation psychotechnique, pas trop à l'époque psychotechnique, mais surtout physique. Là, je me relaxe. Mais parce que je suis rupteur pendant longtemps et j'arrive à me relaxer. Et plus récemment, pourquoi je m'y suis intéressé? Parce qu'en fait, même plusieurs fois, ce qui me fait revenir au calme, c'est le fait que je sois en train de changer de travail, changer de domaine, etc. Et que je me retrouve à retourner au calme sans le vouloir, mais ça arrive. C'est normal, c'est des courbes d'intensité dans le travail, tu n'as pas forcément toujours les mêmes tâches de travail, il y a des moments. Il y a la vie qui est comme ça. Ouais, c'est en wave. Des semi-burn-out qui font qu'en fait tu reviens c'est ton corps et ton esprit qui te renvoient au repos. Arrivé à un certain âge, ou en tout cas à une certaine expérience, c'est bien souvent le corps qui va être le premier rupteur. Parce que ça, c'est important, tu parles de ce qui te pousse à revenir à l'inhibition. Il y a des zones de compétences qui sont scalables jusqu'à un certain niveau. Donc très vite, dès qu'il y a une petite progression, l'activation, elle est récompensée. Donc une récompense au niveau du système nerveux, c'est le système sérotonine. Elle est récompensée facilement. Tu vois, quand tu lances un projet, on va dire du coaching, les 10 premiers clients, à chaque client en plus, full gratitude, tous ces mots-là, etc. Ils vont revenir de 10 à 20. Le seuil, un peu moins. Voilà, le threshold pour arriver à ce même retour de récompense, il sera déjà un petit peu moins. Sauf si toi, tu es en train de... C'est relatif à la personnalité. Si tu te cales sur le même... Si tu vends le même coaching sur 100 personnes, effectivement, il y a un truc. Oui, c'est pour ça que... Si au bout de 20, tu relances un produit mieux, tu avances, tu grindes, tu peux rechercher la performance. Et ça, c'est pareil, on rentre dans la neurodivergence, la personnalité, le neurotype, etc. Et après, on rentre aussi dans la phase de diversifier aussi ces zones d'activation, ces zones
monter en puissance, de pas toujours mettre à 100% sur bon bah j'ai mon objectif c'est 50 clients. Oui, d'accord, 50 clients c'est quoi? Comme tu l'as dit, de 0 à 10 peut-être qu'il va ressembler à ça, il va avoir tel prix, ça va être telle offre, peut-être de 10 à 20 ce sera ça, etc. etc. C'est une bonne manière aussi d'être au niveau risk management, de pas être sûr de mettre tous ses œufs dans le même panier, pour pas à la fin en fait se retrouver à une problématique, c'est que pour arriver à un seuil d'activation, à un seuil de récompense aussi en parallèle qui est toujours le même, c'est-à-dire je suis aussi content de 0 à 10 clients que de 10 à 20 clients, etc. Bah en fait, le problème, c'est qu'il va falloir faire toujours beaucoup plus. Et au bout d'un moment, on ne peut pas faire plus. Soit il faut diversifier, soit il faut savoir tout simplement être dans cette zone de balance entre activation et inhibition. Et le retour au calme, c'est une habileté mentale, on va dire, le retour au calme, la capacité à revenir au calme, ça, c'est quelque chose qui ne s'entraîne pas en réalité. C'est inné, soit on a la capacité de l'avoir, soit on ne l'a pas. Et bien souvent dans l'entrepreneuriat, les profils qu'on rencontre ne l'ont pas. Ou en tout cas, ça peut se retranscrire dans la manière dont ils travaillent. Des gens qui savent travailler dans le calme aussi, et d'autres qui ne savent pas du tout le faire, plutôt travailler dans le chaos. C'est deux grandes familles. Dans tous les cas, la notion de retour au calme, à un moment, elle va se faire sentir, parce qu'on a une dette qui s'accumule. Il n'y a pas d'énergie gratuite, encore une fois. Le moment où tu as choisi pendant une semaine de rogner sur 2-3 heures de sommeil, tu vas le payer à un moment ou à un autre. Et tu es même chanceux si tu le payes la semaine d'après. Ouais. Parce que si tu le payes juste la semaine d'après, souvent quand tu es jeune d'ailleurs, tu le payes juste la semaine d'après, allez, tu dors un petit peu plus, etc. Ça va. Par contre, les effets composés de ça, ils sont catastrophiques et on arrive à… il y a des seuils de référence d'âge, approcher la trentaine, passer la trentaine, tout dépend le parcours de chacun, où déjà physiologiquement, on n'a plus autant, au niveau métabolique, on n'a plus autant de demandes, on n'a plus autant de création, que ce soit sur le côté hormonal, ça commence à se calmer ces marqueurs-là. On a d'autres marqueurs qui vont arriver de fatigue, c'est normal, c'est l'avancement dans l'âge, c'est le profil hormonal. Et quand on arrive à ces seuils-là où on a créé énormément de dettes de la vingtaine jusqu'à la trentaine et qu'on n'a rien fait pour manager en fait ça. La question, c'est pas qu'est-ce que j'ai fait en plus, mais c'est plutôt comment j'ai réussi à manager ce que je faisais. Là, on se retrouve à des problématiques de burn-out, et ce n'est pas négatif du tout, hein, je veux dire… je pense que ça arrive à tout. On fait tous une course. En entrepreneuriat, on fait tous une course, et même dans la vie de manière générale, on court tous après quelque chose, et à un moment, tu tapes le rupteur. Et le rupteur, on revient à zéro, et on repart. Donc ça fait vraiment partie de vagues naturelles dans la vie. Tout le monde connaîtra un épisode dépressif, un épisode de burn-out, physique, physiologique, et je pense que dans l'entrepreneuriat, le vrai risque, il est vraiment au niveau physiologique, puisque en termes de somatisation des problèmes et de la dette qui se crée au fur et à mesure du temps, ça va vers l'esprit. Quand on a un esprit, quand on est toujours dans la course, quand on est toujours dans le on-track, on a tendance à banaliser beaucoup de ce qui se passe dans l'esprit. Donc ce qui se passe au bout d'un moment, c'est qu'on a moins accès à de l'imagination, on a moins accès à de la vision. C'est des premières choses, on est skin in the game, mais dans le mauvais sens du terme, beaucoup dans la toxicité. À terme, ces problèmes-là, ils vont se matérialiser sur le corps. Et là, ça peut être une tension artérielle qui va monter, des marqueurs physiologiques de manière générale qui sont un peu plus dans le moins bon, moins d'énergie au quotidien. C'est souvent là que les gens se réveillent. Exactement, et c'est le moment où tu es largement en dette. Et là, ça va prendre une nouvelle inertie, une nouvelle dynamique. Ça peut passer par la nutrition, ça peut passer par la supplémentation, les habitudes de vie. Bien souvent, tous ces intakes-là, il faut qu'ils soient managés par de la préparation mentale, il faut qu'il y ait un plan de préparation mentale. On a perdu en habileté en gestion du stress, par exemple, parce que quand on passe par un burn-out, la gestion du stress, elle est très mauvaise. On reprend des compétences sur cette habileté-là, on le supporte par la supplémentation. Du côté nerveux, ça peut être le cas, mais ça peut être du côté santé, des marqueurs précurseurs endocriniens, précurseurs métaboliques, des choses qui permettent d'accélérer un petit peu tout ça. Mais tout ça, il faut que ce soit dans un cadre de préparation mentale. Ça, c'est un point. J'ai rencontré, je dirais jusqu'ici, une quarantaine d'entrepreneurs avec qui soit j'ai travaillé, soit j'ai échangé de manière active. Et à chaque fois, cette notion-là de comment redescendre, elle est absente. Elle est absente totalement du débat. C'est toujours qu'est-ce qui va me donner le edge en plus ? Qu'est-ce que c'est le supplément qui va me donner le edge cognitif en plus ? Il y a toujours une notion, c'est des mots qui reviennent, ultra, hyper focus, ultra performance. Enfin, c'est toujours dans ces cadres-là. Et quand on pose ces cadres qui sont très restreints, parce que quand on veut faire quelque chose qui est extrêmement pointu, très aiguisé, très performant en même temps, par défaut, on pose un cadre très très serré où forcément le temps il sera limité. Tu ne peux pas être hyper focus, plus de 30, 40, 45 minutes. Tu ne peux pas être hyper performant au plus de temps, d'un point de vue juste énergétique pur, en termes de substrat énergétique, en termes de capacité cognitive. Tu ne peux pas le faire. Donc, les entrepreneurs se posent un cadre très serré de performance, où il faut qu'ils soient toujours dans l'hyper, dans le plus.
Sauf que leur enjeu pour eux, c'est que ce cadre-là, que ce threshold d'activation, ce soit une base en fait, ce soit leur baseline. C'est-à-dire que ce soit toujours, tous les jours, pouvoir avoir accès à 2 heures de hyper deep, intense focus, etc. Bon, c'est des choses qui reviennent. Mais tout ça, il y a une notion de transcendance là-dedans. Et c'est très bien d'aller chercher de la transcendance. On veut progresser, il faut sortir de la zone de confort aussi. Mais il faut aussi se permettre dans dans l'inhibition, de le faire entre guillemets avec autant d'intensité. Sauf que l'intensité ne veut pas dire la même chose dans ces cadres-là. Là, pour le coup, je dirais que autant d'intention. Ouais, mais surtout les voies les plus simples pour accéder à l'inhibition, c'est les voies physiologiques, c'est par le corps en fait. Ouais. Mais physiologique dans le sens complet, c'est-à-dire que ça peut passer par la nutrition et par la kinésiologie, donc le traitement par le mouvement. La première porte d'entrée à la gestion de la performance, c'est la gestion des marqueurs physiologiques. Donc les marqueurs physiologiques, ça peut être la fréquence cardiaque, ça peut être la respiration, ça peut même être le glucose sanguin, ça peut être les taux de cholestérol, ça peut être surtout le profil oxydatif, le profil anti-inflammatoire, donc protéines C réactives, tous ces marqueurs-là. Les surveiller, les monitorer et relier ça à des actions, des tâches quotidiennes, du breathwork, juste de la kinésiologie simple, faire coulisser les paravertébraux, donc les muscles autour de la colonne vertébrale, tous ces capteurs dont le système nerveux se sert pour dire la personne est fatiguée ou non. En manipulant déjà ce capital-là, on arrive la plupart du temps à avoir des personnes qui au moins soutiennent leur dépense énergétique. Parce que le drame dans tout ça, c'est un petit peu comme dans le sport, c'est qu'on accède à une zone de performance un peu idéalisée. Souvent, elle dure 3-4 semaines. Allez, tu peux le faire 2-3 fois dans l'année. Mais on cherche toujours cette zone-là et les 8-9 autres mois de l'année, on est en chasse et on n'est pas dans la gestion de la performance. Alors que, objectivement, certes, dans l'entrepreneuriat, il va y avoir des zones où tu vas devoir être plus performant, plus présent, etc. Mais en réalité, tu as la liberté aussi de gérer ta performance à l'année. Tu n'es pas obligé de te réveiller. Je dirais, c'est au niveau mental, hein, pas forcément au niveau travail, même si je trouve que tu as quand même de la marge là-dessus. Si ton Q4 c'est le moment le plus important, tu peux tout à fait prendre de l'avance au moment du Q3. Hein. Il n'y a personne qui. Si tu peux, ouais. Si tu peux. Et personne qui t'en empêche. Mais en tout cas, se préparer physiquement, cognitivement à ces zones d'intensité-là, c'est extrêmement important et ça demande de l'intuition. Donc, c'est quelque chose qu'on fait chez NW. On essaie de faire des choses très rationnelles dans le screening, comprendre comment la personne elle apprend, comment elle conçoit son environnement, les sens prioritaires qui vont la servir là-dessus. Quelles sont ses habiletés mentales, son rapport de performance, sa gestion de performance, quelles sont ses tendances neurales, quel neurotransmetteur elle va utiliser en priorité. Tout ça, c'est des points de tendance générale, mais qui nous donnent du coup comment fonctionne l'individu, qu'est-ce qui lui donne, qu'est-ce qui lui enlève de l'énergie. Et avec ça, avec ces points plutôt très rationnels, on arrive à développer de l'intuition, donc des process internes. Ça, c'est un problème aussi qu'ont beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'il y a cette volonté toujours d'avoir un second brain, donc des process externes très 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 forts. Et souvent, les process internes sont très mal gérés. Et du coup, ça fait souvent dans les métiers un petit peu plus, on va dire, des gènes, ça fait des gens qui sont super compétents en process externe, très peu compétents en process interne et ils n'ont rien à dire. Bon, et humainement, on peut, ça c'est autre chose, mais c'est vrai que ça peut jouer aussi. Enfin, il faut avoir un ratio entre process interne et process externe. Il y a des tendances neurales qui font qu'il y a des gens qui sont énormément performants en process interne, souvent beaucoup plus ceux qui vont chercher du côté du cortisol, donc l'hormone du stress, des catécholamines. Là, on a des personnes qui sont bonnes en improvisation, qui sont bonnes vraiment dans le jus, ils sont très performants. Et donc, les process internes sont super valorisés. On a souvent du coup des gens qui ont une incapacité à scaler, parce que quand les process internes ils sont tellement développés, mais que la charge de travail elle est immense, au bout d'un moment, il faut savoir externaliser, sinon tout est du bruit. Et à l'inverse, on a des personnes qui sont très fortes en process externe, qui vont toujours chercher à noter l'information, à avoir un process que ça passe par un CRM, de la gestion des tâches, des process pour arriver à telle automatisation. Ça, on a des gens qui ont des zones de génie fortes là-dessus. Mais à l'inverse, des process internes, de l'intuition qui n'est pas forcément bonne. Et il faut trouver le ratio entre les deux, il faut trouver déjà quel est son profil et savoir agir en conséquence. Là, on est sur du macro-macro, mais une fois qu'on a des connaissances très rationnelles, qu'on l'internalise, on développe de l'intuition et on agit naturellement par rapport à ce qui nous convient. Ça, c'est plutôt sur la base de préparation mentale. Toi, tu as eu des stratégies de retour au calme, d'inhibition, des petits changements là-dessus qui t'ont marqué? Et moi, c'est plutôt récent. Parce que comme expliqué précédemment,
Soit des changements de vie qui m'ont mené à me reposer, soit c'est des micro-burn-out ou ce genre de choses. Et souvent, le premier niveau de relaxation que j'ai expérimenté, c'est dû à des blessures physiques Mhm. depuis tout jeune. Mhm. Je me suis blessé souvent physiquement en faisant du sport, etc. Et c'est ces moments-là qui m'ont reposé. Reposé du coup par force. Et en fait, ça fait quelques années où du coup j'ai quelques douleurs physiques, etc. qui commençaient vraiment à me peser sévère et qui m'ont fait atteindre un niveau de maturité en me disant ok, la performance c'est bien, la performance semble sans se blesser, c'est quand même mieux. Et donc ça fait, là ça doit faire ouais, un peu plus de 3 ans par contre, que j'ai adopté du repos physique, du repos mental, etc. Breathwork par exemple que je pratique beaucoup. Et tout le travail qu'on a fait ensemble, Côté un peu plus supplémentation, côté nutrition. supplémentation et le côté préparation mentale. Comme je te dis par exemple, casser la barrière de se reposer ou faire autre chose ou quelque chose de moins utile. C'est pas nul, c'est pas mauvais, c'est pas du temps perdu, c'est pas machin, etc. Mhm. Ça, c'est une problématique souvent aussi avec les personnes qui jouent beaucoup sur les catécholamines, sur le cortisol, etc. C'est que tout a un peu une couleur émotionnelle en fait. Mhm. Toutes les actions de la journée ont une couleur émotionnelle et qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, on est toujours dans des biais de renforcement positif, renforcement négatif. On a des personnalités un petit peu égotiques de ce côté-là aussi où il faut toujours faut que ça suite les valeurs, il faut que ça suite la perception de soi, il faut que ça suite la perception de son bilan de compétences. Donc on ne veut pas trop se vulgariser, on ne veut pas trop non plus mal se faire voir par les autres, on veut surtout ne pas se faire mal voir par soi-même. Et donc il y a beaucoup de jugement là-dessus. Et alors autant ça touche pas forcément les tâches d'activation, les tâches qui vont nous faire avancer, au contraire. Par contre pour les tâches de retour au calme et d'inhibition, là on est les premiers. Alors, je dis on parce que je suis un peu dans cette case-là aussi forcément. Il y a une tendance à se rabaisser un petit peu quoi. Le repos est égal à ouais, pas la fragilité mais plutôt voilà, être flemmard, ne pas vouloir avancer, etc. Ouais, la mode c'était dormir le moins, travailler le plus, modafinil. boire 118 cafés, dire ouais putain moi j'ai travaillé 15 heures par jour, etc. Ouais. Alors qu'en fait en termes de santé, de performance, de ce que tu veux, la vérité c'est que non quoi. Ouais, la vérité c'est qu'il faut tes heures de sommeil, la vérité c'est qu'il faut redescendre autant physiquement que psychologiquement. Ouais, puis surtout moi, quand il y a quelqu'un qui me dit ça, c'est-à-dire je travaille 15 heures par jour, etc. Autant d'un point de vue résilience, c'est louable. Mais par contre, d'un point de vue vraiment productivité pure, et ça donne potentiellement, moi dans mon esprit, ça me dit, bon, là on a un individu qui est pas forcément performant pour gérer son business au final. Ah, je pense qu'il y a des phases comme ça. Évidemment qu'il y a des phases. Hein, si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ah, t'as pas le choix. Parfois, vraiment, t'as pas le choix. Mais si c'est vraiment une constante à l'année, c'est qu'il y a vraiment des problématiques, soit process interne, soit process externe, mais il y a quelqu'un qui ne se comprend pas au final. Parce que c'est pas normal de travailler 15 heures par jour. Parce que souvent 15 heures par jour, alors si c'est Jeff Bezos qui me dit que je travaille 15 heures par jour, je sais que ça a du levier, tu vois. Ça a du levier, tout ce qui fait leverage. 15 heures par jour pour faire 5K par mois, c'est décorrélé un petit peu. Soit c'est le début, soit il y a un problème. Ouais, voilà. Et c'est pas une notion de jugement. On est tous passés, moi le premier, j'ai passé une année à déblayer tout un projet, etc. Mais donc les erreurs, elles font partie de ça. Et les erreurs, souvent, elles se coûtent en temps horaire et aussi en charge mentale. Les deux, croisés en même temps. C'est que même tu peux faire 1 milliard par seconde. Bon là ça fait un peu beaucoup, mais et que tu travailles 20 heures par jour, au final t'as ni vie, ni temps, ni amis, ni trucs, ni bidule. Ouais, puis donc, surtout quand tu es vraiment à fond. Des rendez-vous dans la crise existentielle souvent. Ouais. Et puis quand tu es à fond pendant 10-12 heures par jour, donc on va dire que tu prends les choses vraiment en main, il y aura forcément un moment aussi où tu vas manquer des opportunités. Parce que par défaut, si tu parles à 1000 personnes par jour, mais ces 1000 personnes, tu ne peux pas leur parler tous les jours, à force, au bout d'un moment, il y aura autant d'opportunités bonnes qui ont été saisies que d'opportunités bonnes qui ont été manquées. Donc au final, la nature est bien faite, hein, j'ai envie de te dire, tu ne peux pas faire plus. En réalité, toujours plus. Il y a forcément des choses que tu vas manquer là-dedans. Donc l'idée, c'est pas tant de dire travailler beaucoup moins, etc., mais juste travailler un peu plus intelligemment et surtout capitaliser au maximum, même la demi-heure, les 20 minutes qu'il y a
devant nous pour revenir à un état de calme, à faire du recyclage en fait. Et là, il y a des voies physiologiques qui se mettent en place, hein. Le stress oxydatif en est un premier. Vraiment la manière de le cycler, ça va être le sommeil. Les micro-siestes, c'est un point. C'est abusé. Ouais, c'est abusé parce que tu as vraiment l'impression d'avoir reset ton système nerveux. Relation au système GABA, relation au système sérotonine, une meilleure réorganisation des pensées. Avoir ces moments de coupure, pour certaines personnes, ça va vraiment être à la Elon Musk, c'est-à-dire 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Pas tout le monde est fait comme ça. Il y a des gens, ça peut être 9 heures de travail prolongé, intensité moyenne, et ensuite prendre 2-3 heures vraiment repos total. Mais en tout cas, il faut laisser l'occasion, à son corps, mais pas que son corps dans le sens musculaire, mais aussi à ses organes et à son système nerveux, de redescendre aussi. Et là, pour ça, on est plus sur la gestion aussi des habitudes, le téléphone, et surtout les écrans de manière générale. Alors, tous les écrans ne sont pas équivalents parce qu'ils ne veulent pas dire la même chose, pour le cerveau en tout cas. Mais en tout cas, de manière générale, couper les écrans, accéder à un repos total physiologique, c'est-à-dire baisser ses marqueurs physiologiques, baisser les BPM, baisser la respiration, revenir à un état proche du sommeil ou du repos profond au sein de la journée, au sein de la semaine de manière générale. C'est un cheat code qui est tellement évident quand tu le mets en place que quand tu l'as plus, tu te rends compte vraiment de la dette que tu crées en fait. Et ça, c'est un des exemples qu'on peut mettre en place. Par contre, sur la partie gestion de la performance, là, pour le coup, on est sur le terrain, on est sur du stratégique. Et là, en fait, on peut jouer avec tout. Ça, ce qui est super intéressant avec l'accès à la performance, le pourquoi, celui-là, il faut le traiter en perso. C'est mental, ça peut être très rationnel. Ça, celui-là, il ne bouge pas, il est relativement inamovible. Pourquoi j'accède à la performance? Pour arriver à tel but, etc. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire au court terme, long terme, moyen terme? Par contre, le comment, là, c'est super intéressant. C'est sur ça que moi, j'aime bien jouer. Parce que la manière d'accéder à la performance, c'est surtout dans le scope un peu longévité et soutenabilité. Là, il y a 1000 manières de le faire. Pourquoi il y a 1000 manières de le faire? Parce qu'il y a 1000 manières d'activer et d'inhiber son système nerveux. Il y a 1000 manières aussi de le scheduler. C'est personnalisé par personne aussi. Il faut faire un blueprint par personne en fait. Blueprint, je fais référence à Brian Johnson, son blueprint biohacking longévité. Il faut faire un blueprint par personne parce que le nombre de métriques, qu'elles soient très personnelles ou qu'elles soient qu'elles soient épigénétiques, donc comment la personne vit sa vie, ou qu'elles soient génétiques, comment elle est foutue, toutes ces métriques-là, elles sont tellement sensibles que d'une personne à une autre, on peut avoir des stratégies qui sont très différentes. Choisir les heures de travail, bon ça c'est du scheduling de base, faire son emploi du temps, mais surtout avoir des protocoles. Quand j'ai un call de vente, j'ai un minimum de protocole. Ça peut pas être très basique, hein. On va pas s'envoyer. Alors j'ai pris ma guarana, j'ai pris mon coq 10. Tu vas pas faire une demi-heure de préparation pour une demi-heure de call. Même moi en fait, en fin de compte, j'ai des trucs maintenant que tu le dis. En interne, tout le monde en a. Genre 3-5 minutes avant, tu fais un truc, tu bouges. D'ailleurs, tu le fais, je pense, les gens le font automatiquement de base. Oui. De toute façon, la somatisation, on est décérébrés, mais on a quand même une partie reptilienne qui est liée plutôt au mouvement, qui a beaucoup de signification et qui ne peut pas être oubliée en fait. C'est les mouvements de base, c'est-à-dire ouverture du plexus solaire, accès à la respiration, c'est de la régulation en interne des catécholamines et de la sérotonine, c'est accès potentiellement à une décompression de la colonne vertébrale, notamment de la nuque. Il y a beaucoup de capteurs de nociception pour que le système nerveux comprenne est-ce qu'il y a une douleur. S'il y a une douleur, il y a de la fatigue. S'il y a de la fatigue, je down. Donc c'est des manipulations qu'on fait naturellement. Mais au bout d'un moment, quand on est tellement dans le jus, on le fait plus. Un réflexe de base, c'est boire. Là, en 2024, si tu dis à quelqu'un bois, tu t'intéresses à sa santé presque. Fut un temps, ça n'aurait peut-être pas été le cas. Maintenant, c'est beaucoup. Ça va très vite avec les écrans quand on a un temps d'attention qui est vraiment drivé sur quelque chose de très externe, de faire un retour en interne, un check-up. Et la respiration, c'est vraiment la meilleure manière de faire un check-up de comment on se sent. Est-ce qu'il faut arrêter la tâche ou est-ce qu'il faut poursuivre la tâche? Le plus simple, aller dehors, respirer un bon coup et marcher, bon, ça c'est accessible à tout le monde. Ça permet de prendre la température là-dessus, réorganiser aussi les idées. Le système GABA est super important là-dessus, réorganiser les idées. Et surtout se dire si c'est stratégiquement, c'est une bonne ou une mauvaise chose à faire. Pas pour rien que tous les grands généraux, ils prenaient des longues marches dans le champ de bataille. Bon, ils se mettaient les mains derrière les épaules, ils disaient bon, qu'est-ce qu'on fait? Ils n'étaient pas tout le temps sur le plan de bataille. Bon, ça dure un moment, mais une fois que tu as listé toutes les stratégies, il faut pondérer et il faut mettre quelque chose en action. Donc ça, c'est important aussi du côté un peu plus supplémentation, protocole de manière générale, protocole physiologique, ensuite des protocoles physiques plutôt, mouvement, kinésiologie, ensuite
protocole physiologique. Donc là, on est plus sur de la nutrition, de la supplémentation, puisque ce qu'on mange, c'est pas banal, c'est pas juste régler un problème le jour et la nuit, nous, là, on s'en est rendu compte, tu vois. Les personnes que tu suis, le Surtout au début, changement d'énergie, ça paraît méga con, tu vois, dit comme ça. Et tu t'en rends compte réellement quand tu es dedans. Ouais. Genre avec Nico, on s'était rendu compte. Je sais pas si tu te souviens, on a fait cette remarque plusieurs fois. Ouais, En mode, putain, quand je suis la nutrition de A à Z pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, le niveau d'énergie n'a rien à voir, tu vois. Ah Et en ouais. fait, tu t'en rends compte quand tu dévis. Quand tu voyages, quand tu trucs, Ouais, quand voilà. tu fais le con et tu te dis putain, merde. En fait, je me sentais complètement différent. Bah, tu montes ton seuil en fait. Tu montes ta baseline au bout d'un moment de potentiel d'activation, d'inhibition, de cognition, même juste de bien-être, de mieux-être au global dans la journée. Ça devient ta nouvelle baseline. Tu tournes sur cette baseline pendant un moment, tu banalises, et du coup dès tu que dis. dévis, tu fais Voilà, et après tu dévies un petit peu et tu te rends compte que c'est pas forcément. C'est pas sorcier ce qu'on fait, mais par contre, agglomérer les points de supplémentation, les points de nutrition, les points de préparation physique, avec vraiment de la compréhension sur des points rationnels, de la génétique et de l'épigénétique, et avoir au moins toujours ce scope en tête, et agir en fonction, quand les 3 mécanismes, nutrition, préparation mentale, préparation physique, ils se mettent en branle ensemble, ça n'a rien à voir. bah en fait là on arrive sur quelque chose de relativement complet, en termes humains, en termes expérience de vie en fait. Et ça c'est super important. Là on enlève les points de je travaille 4, 5, 6, 18, on s'en fout. C'est plutôt comment tu le vis en interne. Est-ce que tu as une bonne relation avec ton corps? Est-ce que à la fin de ta journée de travail, tu te sens comme une merde? Est-ce que tu subis 3 crashs, 4 crashs dans la journée ou pas? Et ça conditionne en fait juste comment on expérimente la vie. Entre quelqu'un qui je sais pas, est maçon depuis 15 ans et qui est super content, qui a un style de vie, qui fait du sport, qui dort bien, et le même maçon mais qui a pas ça, les deux ils sont maçons. Hein. Les deux ils sont maçons. Par contre, il y en a un, son style de vie, il le gère bien mieux. Et peut-être qu'il sera maçon encore 15 ans, parce qu'il aura moins de problèmes dans le futur, problèmes physiques, problèmes mentaux, etc. Il en aura beaucoup moins. Et un point que tu mentionnais qui était important, là on parle de longévité à long terme, mais en fait au final, pour la plupart des choses qu'on met en place, il y a un retour court terme direct. Comment tu te sens physiquement et mentalement. Voilà. Et surtout dans des pans de la vie qu'on banalise beaucoup, c'est-à-dire comment je me sens au réveil le matin, tu vois. Enfin, ça c'est assez commun, on se sent tous un petit peu déphasés. Mais si tu as juste un plus 1 par rapport à ça, ça change réellement tout en fait. Mon sommeil, tout le monde dort, tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde respire. Mais si on fait toutes ces choses-là, allez, 10% mieux, par contre là, le retour énergétique, il est colossal. C'est les plus gros leviers. Plutôt que de rentrer, de prendre des consultings pour dire comment j'organise mieux cette tâche, ça c'est vraiment de l'opérationnel. Effectivement, ça aura un retour positif si c'est mieux organisé. Mais la base, la structure qui conditionne tout ça, c'est le style de vie dans son ensemble très complet. Comment je bouge, comment je gère mes phases d'activation, d'inhibition, quand est-ce que je dors, combien je dors, etc. C'est des métriques super importantes et elles sont facilement banalisées. Vu qu'elles font partie de notre vie au quotidien, elles sont facilement banalisées. Mais en tout cas, c'était un bon point performance, gestion un petit peu de la préparation mentale. Dans tout ça, on a mentionné pas mal de fois l'aspect longévité. Est-ce que je pense que c'est un marqueur dorénavant qui est important pour toi, mais comment ça se matérialise pour toi, la longévité? C'est quoi les keywords, les mots-clés qui représentent la longévité pour toi? Bah déjà, la longévité, comme tu dis, c'est un truc assez récent. Parce que, comme tu le sais, avant... C'est-à-dire que l'intensité amène l'intensité qui amène plus d'intensité et la résultat c'est plus d'intensité. Je ne posais d'intensité. pas trop la question. Et en fait, vu que j'étais dans l'ouverture du fond, il n'y a que ça qui existe dans ma temporalité. Le jour d'après n'existe pas. Tiens, est-ce que je vais avoir une femme et des enfants? Est-ce que truc? Ça, c'est un marqueur. Ouais, ma vision était là, quoi. Donc tu me poses des questions là-bas, m'en fous, quoi. Ça n'existe pas dans ma temporalité actuelle. Ça a commencé à venir à cause des blessures, à cause de fatigue. Je pense que les gens prennent conscience de la longévité quand ils ont un problème de santé ou quand un de leurs proches a un problème de santé. Non, une perte en capital, quel qu'il soit. Moi, j'en ai pris conscience quand c'est arrivé à quelqu'un de ma famille, où je me suis dit, putain, c'est plus palpable que ce qu'on imagine. Tu vois. Genre, et c'est pas sexy du tout. Non. Pas du tout. Et où ça t'arrive à toi, et moi, beaucoup de blessures. Et là, cette fois-ci, ces blessures-là restaient et ne voulaient pas s'en aller.
il y a une relation Et aussi donc- à la chronologie. Du coup. Ouais. C'est-à-dire que tu te réveilles et tu te rends compte que ton passé impacte ton présent. Dessus, ouais. Mais vraiment de manière précise. J'ai fait X années armée, X années tel sport, tel sport. Là, j'ai une douleur. C'est une douleur qui traîne. Elle est. C'est pas parce que j'ai fait un faux mouvement. Et parce que j'avais réussi à casser ce pattern de je me reblesse plus parce que c'est pas que je le faisais exprès de me blesser. C'est juste que je prenais le risque et j'en étais bien conscient. Tu vois. Ouais, parce que c'est les process internes que tu as en toi. Qu'est-ce que c'est le sport? C'est se mettre forcément un petit peu la race. C'est se la jouer à la Goggins. C'est bon, faut voir les jeux de Goggins, quoi. c'est ça le résultat. Et pour moi, la longévité, comme tu l'as expliqué, je pense qu'elle a plusieurs notions. Je pense qu'il y a la notion temps, c'est-à-dire combien de temps je vais vivre. Mais ça, c'est pas le vrai marqueur non plus. Ça, je pense que c'est plus la ça, c'est un marqueur de tortue, quoi. C'est-à-dire que Ça, si tu veux. Si tu vis, au lieu de vivre 80 en moyenne, tu vis 120, mais les 40 prochaines, tu fais que souffrir ou tu es comme ça dans un fauteuil. Oui, ou alors. Non, tout simplement non. Et voilà, vouloir courir un marathon à 80 ou 100 ans, c'est cool. Mais il fallait le faire avant aussi, tu vois. Ouais. Ça aurait été cool de le faire à 20 piges, etc. Je pense que c'est mixer longueur de temps de vie et santé en même temps. C'est-à-dire, comme tu le dis, autant le long terme, c'est-à-dire que de 50 à 80, j'espère ne pas avoir telle maladie, tel truc, telle douleur articulaire, machin truc. Et dans le court terme, c'est-à-dire que demain, je vais me réveiller en forme et je vais me sentir bien. Mentalement aussi, du coup, la longévité, je pense qu'elle est psychologique aussi. C'est-à-dire que je me sens bien aujourd'hui, à 82 ans, je me sentirai bien, etc. Parce que pousser la longévité pour pousser la longévité, c'est nul. Oui, c'est ça. Ça veut rien dire. Enfin, en fait, je pense que la plupart des gens, tous les gens avec qui je peux travailler sur le cadre de cette, vraiment ce scope longévité, qui est assez, c'est une masse informe la longévité, c'est un mot pour dire ça va vivre très longtemps. Ce qu'ils recherchent en réalité, c'est de la performance soutenable. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Moi c'est ce côté-là où je me suis reconnu et j'ai découvert la longévité en parlant avec Gabriel de Icar et toi du coup, parce que vous l'avez amené sur la table. Et moi, ma compréhension de la longévité et ce qui me va à moi, c'est de la performance soutenable. Mais en réalité, c'est ce que tout le monde veut. C'est pas faire en un réalité. combat de celui qui va vivre le plus longtemps. Ouais. C'est la plupart des gens. Alors c'est des mots souvent clés comme être heureux le plus longtemps. Donc il y a un aspect performance aussi sur le plan mental, aussi cognitif parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient pouvoir travailler en tout cas de manière prolongée. Ça arrive souvent avec les gens qui arrivent à 45-50 ans. Quand tu as un parcours d'entrepreneur, pas de retraite. Donc il y a aussi une notion de faudrait peut-être que je sois encore bon. Je crois que j'ai du jus de cerveau quand même à 65-70 piges, ça peut servir, tu vois. Ça, c'est un truc que j'ai découvert où tous les entrepreneurs, principalement à Tallinn que j'ai rencontrés, en mode je suis entrepreneur, je suis libre, etc. Ouais, par contre, la retraite, c'est ça. Donc ça veut dire que de maintenant au niveau de retraite, donc sur, 10, 20, 30, 40, 50 ans glissés, il faut que tu arrives à mettre assez de côté. Il faut que chaque projet ne tombe pas, en sachant que 100% des sociétés finissent par décliner un jour. 100%. C'est normal. Ça veut dire qu'il va falloir se réinventer, se recréer. Et moi qui viens du monde de l'investissement, j'avais parlé ça avec Rémi et Elliot d'ailleurs. Rémi Truchivaren et Elliot Pelford. Et il y a une dissonance entre nous trois et vous qui êtes plus entrepreneur. C'est-à-dire nous on est plus du côté investissement de la force et entrepreneur. Tu vois, entrepreneur et investisseur, c'est deux compétences complètement différentes en vérité. Ouais, ça c'est un débat en plus du côté entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un entrepreneur, ça pourrait être une longue discussion parce qu'il y a des sous-catégories. Indépendants, oui on l'est tous. Entrepreneur, tout le monde ne l'est pas. Donc ça c'est une discussion qui est passionnante, j'aimerais qu'on l'ait un jour, ouais, ce serait top. Mais dans tous les cas, la notion de longévité, on en revient toujours à performance soutenable, pouvoir monter les escaliers sans souffrir, sans être essoufflé à 50, 60 ans, etc. C'est des choses qui reviennent, pouvoir profiter de ma famille, pour ceux qui ont une famille ou ceux qui ont un incentive de vouloir en avoir une au court terme. C'est ces notions-là. Et là-dedans, il y a le côté soutenable que les gens retiennent, mais il n'y a pas le côté performance. Parce que... Ouais, je pense pour la plupart des gens, une fois passé un certain âge, la performance n'existe plus. Ouais, mais sauf que les métriques qu'ils utilisent, c'est-à-dire pouvoir soulever ma petite fille quand j'aurai 70 ans, ça reste une notion de performance. Ouais.
Si tu n'as jamais soulevé plus de 20 kg au-dessus de ta tête, bon, quand elle aura 8 ans, c'est Ah, fini. s'énerver, ouais. Ouais, tu vois, donc il y a un côté aussi performance, et ça, je pense que beaucoup de gens ont du mal à le percevoir, que les performances à l'instant T, à 30 ans, 35 ans, 25 ans, en fait, elles vont conditionner la soutenabilité de cette performance au long terme. Je donne un exemple vraiment mathématique. Quelqu'un qui sait faire, on va dire, 150 kg au squat à 35 ans, il y a quand même beaucoup plus de chances que quand il arrive à 55, 60, 65 ans, sous réserve que ce n'est pas été un haltérophile de haut niveau, là on ne parle pas de sport de haut niveau, hein. Sûrement qu'il ne sera pas capable de se baisser s'il a fait du sport à haut niveau, mais en tout cas quelqu'un qui a un aspect santé derrière tout ça, qui arrive à une performance donnée, donc une surperformance à un moment sur un mouvement clé, un mouvement articulaire clé, soulever, tirer, se baisser, etc. Ça, la qualité de force, c'est la qualité déjà qui se perd le moins, en tout cas c'est la qualité qui a le plus de résilience dans le temps. Il a fallu accéder à cette performance-là pour se garantir que dans X temps, là je pense que c'est quasiment sûr que je serai toujours en capacité de. Il y a d'autres métriques, hein, effectivement, si tu te pètes la gueule tout le temps, si tu fais 6 squats par semaine pour arriver à 150, il se peut que tu aies fatigué un petit peu tes articulations et que tu aies l'effet inverse. Ça, il faut être intelligent. Mais il y a l'aspect performance physique, l'aspect performance aussi sur le côté nutritionnel. Et performance, ça ne veut pas forcément dire faire les choses vite, c'est pas ça. C'est arriver à un niveau où ça te permet d'avoir un mieux-être, d'avoir des KPI de performance. C'est des plans articulaires pour ce qui est du mouvement, savoir utiliser ces articulations dans l'ensemble de leur mobilité. Je n'ai pas dit dans leur souplesse, j'ai dit dans leur mobilité, c'est-à-dire utiliser les degrés qui sont disponibles à chaque articulation et pouvoir y accéder. Le petit plus, ce serait pouvoir mettre un peu de force dans tous les angles articulaires. Ça déjà, avec ça, tu te garantis de t'empêcher d'avoir des blessures. Avec 95% de l'humanité, je te le dis. Bah voilà. Largos. Oui, mais justement, ces actions-là, elles sont tellement simples à mettre en place au quotidien. Elles sont tellement simples. Là, pour le coup, il n'y a même pas besoin de se mettre forcément sous une barre à 150 kg. Rien à voir. Non, il faut déjà aligner quelques pompes, quelques mouvements, etc. Et ça serait déjà le minimum, quoi. Faire un screening, connaître sa morphologie, connaître les mouvements qui sont potentiellement pas faits pour nous, les mouvements qui seraient vraiment où il y aurait un levier fort. Parce que dans tout ça, si on a une dette en termes de performance du côté sur le capital physique, disons, si on a cette dette-là, les leviers qui vont nous permettre de s'améliorer, c'est pas se réveiller à 45 piges et aller faire un Ironman. C'est connaître ce qui est encore en bonne santé, ce qui est encore performant, capitaliser dessus pour que le reste monte aussi. C'est comme un exemple, si je te dis que tu n'as pas de mobilité de cheville et de genou, mais tu as une grande mobilité de hanche, la mobilité de hanche, vu qu'elle est très bonne, elle va forcément servir ton accès à une bonne mobilité de genou, une bonne mobilité de cheville. Et ça c'est une problématique, c'est-à-dire que les gens se réveillent à un moment et ils vont un peu combattre le feu par le feu. Très bien, c'est louable, il n'y a pas de souci. Mais par contre, du coup, en faisant ça, tu vas créer aussi beaucoup d'autres problématiques que tu n'anticipais pas. Je te donne un exemple, si tu te réveilles à 45 ans pour faire l'Ironman, il se peut que ta santé des genoux, tu l'oublies. Ton ménisque, tu l'oublies. Parce que si tu n'as rien fait avant, je schématise, hein, mais si tu n'as rien fait avant et que tu te réveilles et que tu dis je vais aller faire 45 km… Vu que tu n'as rien fait avant, tu as une potentiel d'avoir rien endommagé. Ah non, pas du tout. Parce que de toute façon, là la timeline, elle avance sans toi. Tes articulations, oui, dans tes articulations, elles se dégradent, que tu le veuilles ou non. Surtout quand on passe des âges paliers, 35, 40, 45 ans pour les hommes, du même âge globalement pour les femmes, mais ça commence un petit peu plus tôt. Rapport au profil hormonal et juste rapport à la dégradation des tissus et surtout pour que les tissus y restent, donc les tissus musculaires, les tissus tendineux, les tissus ligamentaires, pour qu'ils restent en bonne santé, il faut les entretenir. C'est des pompes les muscles, donc il faut les pomper régulièrement pour amener de la santé dans ces articulations. D'ailleurs, il y a une grosse misunderstood, comme on dit. Une mauvaise compréhension. Une mauvaise compréhension de la longévité, qui est que pour les gens, la longévité, c'est… Vas-y, dis-le comme ça vient. C'est des marqueurs scientifiques. Ouais. Et même, c'est alimentation, supplémentation. Sauf que, comme tu l'as dit, en fait, étape 1, aller à la salle, pas forcément la salle, tu vois, tu peux faire des pompes, du calisthenics, accéder à de l'activité physique. Mais il va falloir le muscle, il va falloir qu'il fasse des trucs. Et qu'il fasse des trucs quand même d'un certain niveau. Tu surveilles ton musculaire et cardiovasculaire, et ensuite tu poses des questions de en fait, trucs bidule, tu vois. Tu augmentes tes compétences, tu augmentes la capacité par l'activité physique à réguler le sucre sanguin. C'est un gros débat, sucre sanguin, et même les marqueurs cardiovasculaires.
t'entraînes ton corps à être plus performant sur ces métriques-là. Typiquement, en faisant du sport, tu baisses l'insuline résistance, tu crées de la sensibilité dessus. Et juste en faisant cette action-là, par défaut, sans avoir touché à la partie nutrition, tu as une action de performance là-dessus. Tu augmentes un petit peu, c'est comme au niveau du système nerveux, soit tu augmentes les canaux du système nerveux, c'est-à-dire la puissance, soit tu augmentes un peu le potentiel de base, donc la biodisponibilité de tous les marqueurs du système nerveux. Tu as ces deux choix-là, les deux choix c'est pas des choix en réalité, c'est deux choses à faire. Mais par contre, il y en a certains qui vont augmenter la capacité, il y en a d'autres qui vont réguler les niveaux. Et si tu te regardes que à réguler les niveaux, sans jamais potentialiser, ben en fait, tu n'as pas de progression. C'est-à-dire que si tu dis « Ah, mon blood sugar il est toujours élevé, etc. », mais que tu fais 0 activité physique par semaine, tu n'as rien compris. Tu peux prendre ton blood sugar tous les jours. Tu ne vas pas le battre. Tu progresses pas sur des marqueurs de performance dans le sport, mais c'est des marqueurs simples. Savoir faire, être en zone 2, réguler son… Voilà. Je cours à telle intensité, ça devrait être une zone 2 par rapport à des minima, des métriques. Or, moi, je suis en zone 4 au niveau cardiaque. La progression d'arriver progressivement à être en zone 2… La longévité, là, ça va être dur. Oui, mais justement, le levier le plus évident, c'est réguler ces marqueurs-là. C'est-à-dire apprendre au corps à savoir faire plus aussi. Moi, je pense que ça m'a aidé toute ma vie, sur tout mon parcours. Mais le sportif de manière générale. La cuisine, l'armée et la finance, et même d'avoir été capable de monter ça dans ma situation, etc. Le fait que je suis quasiment le seul con à l'avoir fait. Je pense que c'est toute mon approche au-delà de personnalité, machin, tout ce que tu veux. C'est tout ce que j'ai vécu sportivement à l'armée, avant, les arts martiaux, etc. Moi, ça m'a aidé, tu vois, les arts martiaux m'ont énormément aidé, ça m'a calmé directement, ça m'a régulé directement. Et tout le côté autant physique que je pense que au-delà de physique, le plus gros gain que j'ai gagné de toute ma vie, il est en mindset. Ça fait un peu un mot bateau, et surtout en système nerveux. C'est-à-dire que je suis capable d'encaisser. Et le mot que tu recherches en fait, c'est rendement énergétique. Ouais, c'est ça. Je suis capable d'encaisser un niveau de risque, de machin, de compétences, de temps de travail, de trucs, machin, etc. 10 fois plus élevé post 20 ans de sport qu'avant. Ça, c'est extrêmement important, c'est une notion de rendement énergétique. C'est-à-dire que pour une action donnée, tendre le bras, si tu sais tirer un haltère de 90 kg derrière toi, pour tendre le bras, le rendement énergétique, il sera très faible. Si tu n'es pas capable de tirer 2 kg derrière toi, le rendement énergétique juste de tendre le bras, il sera plus élevé. C'est un exemple très mécanique, mais c'est pareil pour tout. C'est-à-dire que si tu as une compétence à contrer ta peur parce que tu fais des efforts physiques qui sont intenses, que tu arrives à proposer de l'intensité même en étant déjà dans de l'intensité. Tout ça, ça va te servir dans cet aspect de rendement énergétique et du coup de pouvoir caser plus de choses dans la journée et surtout réduire l'impact de toutes les micro-tâches de la journée. Ça, c'est un gros game changer. C'est le plus gros game changer au niveau mindset, comme on peut dire, au niveau préparation mentale du sport. C'est qu'on pondère beaucoup mieux le risque. Parce que pour quelqu'un qui est apeuré par rapport à l'effort physique, le risque est permanent dans la vie. Il faut marcher 25 minutes pour aller au resto. Voilà, je vais être fatigué, tu vois. Un exemple comme ça. Ou oh putain, il faut que je fasse 8 heures comme ça de call enchaîné. Ça va être fatigant. Bon, le sport et l'effort intense physique permet de décorréler ça déjà d'émotions particulières, de est-ce que je fais bien ou pas bien, etc. Ça permet vraiment d'isoler un sens, qui est le sens kinesthésique. Et en isolant ce sens, en le maximisant, on prend vraiment en ouverture sur l'expérience de la douleur et on la voit déjà différemment. Quand tout autour de nous était de la douleur, une fois qu'on isole un moment contrôlé par le sport, où on s'expose volontairement à cette douleur-là et on repousse ses limites, on repousse toutes les barrières de peur et de douleur qu'il y a autour de nous. C'est pour ça que le sport, c'est… C'est ce que les personnes voient le premier, je pense, chez moi, quand ils voient mon histoire, etc. Machin. Il n'y a pas peur. Il n'y a pas peur. Je pense qu'ils se rendent compte que ça vient de mon histoire, etc. Ce que j'essaye de transmettre depuis des années, d'ailleurs. Et que tu vois qu'effectivement, le sport et l'entrepreneuriat sont vachement liés. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, il y a 3 types de personnes, on va dire, phares qui performent dans l'entrepreneuriat et dans la vie en général, en vérité. Les gens qui ont eu des traumas, les athlètes de haut niveau, les militaires. Ouais, il y a une notion de surpassement, de dépassement, de limitation. Les gens qui et physiquement
et au niveau du système nerveux, donc plus psychologique, plus au niveau du cerveau. Mhm. Et là, tu vois que c'est des gens. C'est des gens qui sont beaucoup sur la résolution de problèmes en fait. Ouais. Et même Quand tu veux accéder à dans la gestion du stress, etc. Tu vois. Ah oui, oui. Je sais que je vais pas énumérer ici tout un tas d'études scientifiques que d'ailleurs tu dois bien mieux connaître que moi, qui quand tu rentres dans une zone d'inconfort, etc. Il y a ça qui se développe, et si tu le fais sur le long terme, etc. Tu vois. Et effectivement, j'ai sauté d'un C130 avec 200 kg sur moi pour passer. Il faut le dire. Il faut le dire. Pour passer 10 heures sous la pluie avec un niveau de stress, etc. Machin. Ouais, effectivement, un petit truc qui bloque, etc. Voilà, il me faut 5 minutes de marche, bon ça va aller, tu vois. Il y a la pluie qui me touche, il fait froid, bon ça va aller en fait. Le froid, je l'ai bien expérimenté. La douleur physique, je l'ai bien expérimenté. Donc c'est bon, tu vois. Mais il y a une problématique, je pense aussi, chez les sportifs haut niveau et chez les athlètes, les gens qui étaient visés sur la performance notamment physique, c'est qu'il faut quand même faire un transfert à un moment entre performance physique, Ça n'a rien à voir. très relation testostérone pour les hommes, très relation hormonale, je casse le mur en face de moi par la force. La bagarre. La bagarre ou l'affrontement. Et c'est pareil, et c'est pas pour discriminer des sportifs sur les zones aérobies, donc l'endurance, au contraire, c'est un peu la même chose en réalité. Ah, c'est même pire en fait. C'est pire, c'est vraiment pire. C'est vraiment pire parce que une fois que tu arrives, que tu es mort quand tu cours, pour continuer. T'es là tout seul avec toi-même. C'est de la force en réalité. Ouais. C'est de la force, encore une fois, on en revient. Moi j'ai toujours plus souffert dans quelque chose type course. À la salle, je souffre pas. La salle, la vérité, c'est que je souffre pas. C'est un peu palpable physiquement, mais ça n'a rien à voir, tu vois. En fait, je pense que c'est aussi comment tu considères tes efforts. Ouais. Ça, c'est important. Et tu as des gens qui vont. On a des tendances naturelles, tu vois, souvent liées à une architecture neurale qui est différente, à des structures musculaires qui sont différentes, à une morphologie osseuse qui est différente. Et on n'agit pas pareil face à tel effort et tel effort. Il y a des gens qui vont tendanciellement tout transformer, tous les efforts physiques, toutes les qualités physiques, elles vont se transformer en une autre qualité physique. Je donne un exemple. Quelqu'un qui va vouloir faire de la course, s'il est biaisé un peu sur les qualités de force, qu'il est fort de base, tout va se transformer en effort qui va tendre vers les qualités de force. Force d'endurance, force explosive, etc. On utilise toujours les leviers, on est le meilleur. À l'inverse, quelqu'un qui est très fort sur l'endurance, tu le mets dans des situations où il y a de la force, il va trouver une manière de le modifier pour en faire de l'endurance. D'ailleurs, ça peut expliquer de manière un peu macro pourquoi on voit les Hyrox, pourquoi on voit le CrossFit. C'est des gens qui sont à la base plutôt sur de la course, qui, par tendance, par zeitgeist, esprit du temps, se sont rendus compte que c'était important. Et du coup, là, on a un mash-up de endurance, course, plus renforcement. Bon, ça, c'est d'autres points. Mais en tout cas, ce qui est important, je pense, du côté des sportifs, c'est que parfois, le transfert entre tâches très intenses physiques et tâches banales cognitives, il se fait pas. Genre là, ça pète les couilles. Genre, je veux parler français, ça pète les couilles. Tu es là, tu fais de la réponse d'email bateau. C'est tellement bas en termes de stimulation par rapport aux repères que tout de suite, ça peut devenir, ça peut en fait prendre une charge mentale qui est beaucoup plus importante. C'est pour ça que j'ai ouvert une société si compliquée. C'est que les trucs de... Aller à l'inverse de ta pente naturelle. En toute humilité, les trucs de base, non, tu vois, ça me procure, on est à zéro de chez zéro en termes de tout. Et l'argent n'est pas un drive en soi. Donc là, on est vraiment... Il y a une incapacité à percevoir la valeur dans le très banal. Ouais, pour moi, ça vaut rien. Tu vois. Et c'est pas un jugement. Non, non, mais non. C'est pas pour m'auto-lécher. Ah non, là, c'est pour. Là, on crée un avatar d'une personne. Là, c'est sur ma personnalité, mon histoire, etc. Très, très dur de se retrouver dans une situation basique, banale. C'est un syndrome de sortie de militaires ou d'athlètes de haut niveau qui ont les deux ce problème-là, d'ailleurs. De retour à la vie normale, à mon avis. Mais je dirais que même. Là, on revient encore un peu plus loin, sans même parler de quelle est ton expérience. Ça donne souvent des cadres de personnalité. Mais la personnalité à la base, donc ce qui constitue l'architecture neurale, ce qui constitue potentiellement l'épigénétique courte du début de vie, au final, c'est ça qui régule ces points-là. Que la personne, elle ait fini par être militaire, qu'elle ait fini par faire autre chose. En réalité, c'est vraiment la base de la personnalité. Tu as des personnes qui vont adorer passer dimanche après-midi avec la famille, mais en permanence, tu vois. Tout le monde apprécie ça dans la globalité, mais bon, il y a des fois, tu te fais foncièrement chier. Et c'est pas parce que tu n'aimes pas les gens qui sont autour de la table, absolument pas. C'est juste, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, ça réagit pas avec toi. Ou là où il y a d'autres gens où ça va être leur kiff de passer 8 heures au barbecue avec la famille, tu vois, et ils vont adorer chaque seconde. Et ça, c'est des divergences
plutôt du côté neural en réalité. Ça n'a rien à voir avec est-ce que j'aime ou j'aime pas les gens. C'est compréhension de l'environnement. C'est plutôt très reptilien en réalité. C'est frontières naturelles. Ouais. C'est des gens qui réagissent beaucoup plus sur le sens visuel. Si ils sont dans de l'effort tout le temps physique, etc., ils vont pas prendre leur kiff à fond. Les notions de résilience, c'est pas forcément leur cas. Par contre, tu les mets sur un repas, les mecs vont être ravis, quoi. Il y a une notion d'échange, de communication. Ça peut être une sortie, ça peut être quelque chose. Tant que le sens est vraiment stimulé, le sens de compréhension de l'environnement et d'apprentissage, il est stimulé, la personne, elle sera épanouie. Donc, comprendre un petit peu ces sens aussi primaires. Mais bon, pour en revenir aux sportifs, effectivement, moi, je suis sportif de haut niveau de base, donc de formation. Il y a des choses qui ne devraient pas être des blocages, qui sont des blocages pour pas grand monde autour de moi, même si je suis entouré de beaucoup de sportifs, mais pour ceux qui ne le sont pas, j'ai pas l'impression que c'est des problèmes pour eux. C'est souvent les premiers qui vont répondre au plus petit message, le plus banal. J'adore ces gens-là, parce que moi je suis pas forcément comme ça, tu vois. Moi je trie vraiment en termes d'intensité. D'importance, j'ai exactement pas forcément importance, mais ressemble sur ce truc-là. De toute façon, on attire les gens qui nous ressemblent, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai pour beaucoup de gens qu'on connaît, même aussi à Tallinn, etc. Il y a aussi un degré d'intensité, d'attractivité en fait, qui... Est-ce que ça va m'ouvrir une nouvelle expérience, tu vois? Il y a toujours ce côté-là. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose de stimulant, de nouveau ou pas? Et ça, en réalité, c'est pas... Alors, il faut aller contre ça, parfois. C'est super important, surtout quand tu as des tâches de maintenance basiques. Il faut savoir aller contre sa pente, mais il faut aussi savoir accepter sa pente au bout d'un moment. Et modifier, manipuler un petit peu les choses qui ne nous parlent pas à la base pour en faire quelque chose de plus attractif, c'est super important. Et là, on est sur des biais de compréhension. Aller chercher le pourquoi, reconstruire le pourquoi. La vision long terme, la vision court terme, la vision moyen terme. Il y a des gens qui vont beaucoup raisonner avec la vision long terme, très peu à court et à moyen. D'autres, ça va être l'inverse. Comprendre pourquoi on pense comme ça et contrer la pente quand c'est nécessaire, mais surtout capitaliser sur les leviers où on est déjà fort. C'est là où il y aura toujours le meilleur retour. Récemment, je fais un sans transition là. Récemment, tu as passé des tests génétiques. Alors là, on parle à un public français francophone, potentiellement pas mal d'expatriés aussi, mais aussi beaucoup de gens qui sont en métropole, qui vivent en France. C'est des tests qui sont interdits en France. Des tests génétiques. Je crois que ça dérive pas forcément du test génétique au sens santé. C'est la data. C'est la data et c'est le côté ADN. C'est quand tu fais les tests d'ailleurs. Quand tu fais les tests, tu signes une sorte de NDA avec les mecs, non-disclosure agreement, donc pas de partage de données. Parce que effectivement, il y a marqué noir sur blanc, ça pourrait te faire des dégâts, toi. Donc ça pourrait être utilisé contre toi. Oui. Sur le papier. Mais si je ne me trompe pas, la donnée la plus, vraiment la raison globale, c'est de faire des... En fait, en France, par exemple, les statistiques ethniques, beaucoup de statistiques sont bloquées. Et si je ne me trompe pas, ça rentre aussi un peu dans cette case-là. Il y a un côté, du coup, c'est quoi ton ethnicité, d'où tu viens, etc. Bon, après, en tout cas, c'est juste pour dire que c'est interdit en France. Ouais, je pense vraiment que le test ADN, ça n'a rien à voir avec le fait de la santé. C'est vraiment au niveau politique. Il me semble qu'à la base... Enfin, moi, je sais que quand tu le fais, tu signes ces papiers parce que effectivement, les données pourraient être. Déjà, c'est des données personnelles. C'est pas ça le problème en vérité. C'est que ces données pourraient être utilisées contre toi. Ouais, ou pour être utilisé même juste tout court en fait. Pour être vendu, revendu. Bon, on est le pays du RGPD. Bon, enfin, en tout cas, c'est la raison pour laquelle en France, c'est interdit. Donc, du coup, les Français n'ont potentiellement pas accès. Bon, j'imagine qu'il suffit d'aller en Suisse. Ce n'est pas un conseil juridique, mais il est possible d'aller dans d'autres pays et de le faire. Ah, bah oui, mais de toute façon, là, pour le coup, le problème des Français, c'est quand un truc est interdit, il y a tout de suite un truc dans la tête, c'est-à-dire c'est interdit, c'est dangereux, tu vois. C'est très dangereux vu que c'est interdit. T'as envie de le faire du coup. Ouais, bah ça, c'est pour ceux qui sont un peu moins français dans l'esprit, j'imagine. Mais bon, dans tous les cas, tu as passé des tests génétiques. J'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu, je le sais, mais je veux dire, t'expliques un petit peu aux gens comment ça s'est passé, donc le déroulé, quelles étaient tes attentes par rapport à ça, et du coup, quelles données tu as pu extrapoler de ces tests-là, ou en tout cas qu'on t'a présenté. Vu que c'est en Estonie, c'est simple, donc les prises de rendez-vous sont rapides, et les rendez-vous sont rapides, donc prise de rendez-vous sur Internet, j'avais rendez-vous, vu qu'on est en Estonie, tu as rendez-vous littéralement 5 jours après. Ouais. Et moi, c'est salivaire, donc littéralement coton, truc, et rien d'exotique. En toute transparence, j'ai payé 300 €, je crois. 300 € pour test et une consultation avec un médecin derrière. Moi, je trouve que c'est rien, perso. Franchement, je trouve que c'est rien du tout. Moi, je pensais que c'était vachement plus cher. Je connais des gens, je crois qu'ils ont payé 6, 7 000. Moi, j'en viens presque à me dire que les tests sanguins, qui sont peut-être un peu plus fiables du côté micronutriments, vitamines, etc., je me dis, ils sont presque pas compétitifs
avec, tu vas nous le dire après, l'ensemble des données, mais toutes les données que tu récoltes avec un test génétique. Rien à voir. Tu veux faire un bilan sanguin complet, c'est très dépendant des laboratoires, des prix, mais tu peux très bien t'en sortir pour 500-600 balles pour faire un test vraiment Ouais, mais là, c'est que. bien complet. Mais vraiment avec tous les marqueurs, parce que pour créer un narratif autour c'est pas pour raconter une histoire, mais pour créer vraiment un écosystème de ok, t'as ton zinc il est bas, mais bon, il faudrait regarder la testostérone, et puis il faudrait regarder d'autres marqueurs au niveau endocrinien, et puis il faudrait regarder peut-être des marqueurs du côté du système inflammatoire. Parce que faire des connexions, etc. C'est important, tu peux pas juste prendre vitamine D, bon, allez, ça c'est pas bon, allez, on supplémente en vitamine D. C'est une bonne réaction, mais il y a aussi, est-ce qu'il y a d'autres marqueurs qui sont corollaires à celui-ci qui amèneraient, donc tu vois, imaginons, oh, j'ai pas de testostérone. Bon. Il y a quand même un blinde de marqueurs entre les vitamines liposolubles, les minéraux, non, même pas ça, juste vitamines liposolubles, minéraux, précurseurs endocriniens, système inflammatoire, profil oxydatif. Ça, c'est des grandes chaînes qui correspondent à beaucoup de marqueurs micro. Bon, tout ça pour dire que je trouvais, j'étais un petit peu réticent au début. Moi, j'étais vachement réticent. Je pensais que c'était super holistique. C'est-à-dire que. Moi aussi, par l'éducation. Potentiellement un truc, mais il y a un peu de ça. Genre on parle d'éducation pure. Les maladies auxquelles tu es ouverte, même le médecin il te dit potentiel de ça, mais. Moi, ou Inch'Allah, quoi. En fait, déjà, avant de partir sur un test génétique, déjà, ce que je conseille à tout le monde de faire, je l'avais dit dans la première vidéo, si je ne me trompe pas, ou la deuxième vidéo, sur NWE, c'est de faire son carnet de santé. Regardez, si vous êtes en bonne relation avec votre famille, que vous les connaissez bien, c'est regarder quels ont été les problèmes de santé récurrents. Bah ouais, voilà. Et justement, moi, en fait, pourquoi ça a été utile parce que ça fait 20 ans que je fais du sport et ça fait les 3 dernières années que je m'intéresse à la nutrition, à l'alimentation, au macro, au micro, aux marqueurs que ça peut apporter, que j'avais déjà fait, j'ai déjà, je sais pas, 5-10 tests sanguins derrière moi. Et ça rend moins holistique le test ADN. Exactement. Et parce que ça fait 20 ans que je fais du sport, donc j'avais découvert par moi-même que j'avais des tendances d'inflammation. Donc quand ça pop, c'est bien parce qu'il y a l'effet miroir, il y a écrit dessus, mais j'étais au courant. Ouais. Tu vois le fait que je peux être assujetti à des remontées acides. Le nombre de marqueurs et de précurseurs que tu avais au niveau œsophage et estomac, c'était quelque chose que tu expérimentais au quotidien. Sur l'estomac, sur l'œsophage, des réactions qui sont très différentes. Tous les marqueurs qui en sont sortis du côté potentiellement. J'ai pas été choqué de rien. Ouais, voilà. Et c'est juste que parce que je me connais. Oui, et Par ça contre, c'est important. Si tu te connais pas, tu n'as jamais fait de sport, de machin, de trucs et que tu vois le truc popper, alors là c'est holistique parce que t'en sais rien. Déjà, tu comprends pas. Déjà, si t'es pas formé, si t'as pas quelqu'un pour te le traduire et quelqu'un pour te le traduire. C'est même pas juste pour te le traduire, mais c'est aussi pour mettre des échelles en fait dans les priorités, tu vois. Parce que pour cadrer, tu as un résultat au niveau de ta génétique, donc sur tes origines. Bon, ça, c'est un premier résultat que tu as, en tout cas dans le display qu'il y avait, c'était ça. Ça, j'étais déjà au courant. Voilà, bon, mais c'est toujours sympathique à voir, notamment quand tu gères la nutrition au sens plus général. Il y avait des points sur évidemment les micronutriments, donc les grands marqueurs, des familles des vitamines, des familles des minéraux. Je crois qu'il y avait aussi les facteurs inflammatoires et le stress oxydatif. Donc tu as ça. Et après, c'est vu que c'est un test génétique, on va s'intéresser aux gènes. Et là, concrètement, les mécanismes qu'ils utilisent, c'est du croisement de données, des métadonnées. Donc voilà, pour les personnes qui sont Parkinson, quel gène est présent pour les gens qui ont Parkinson, mais pas que sur des marqueurs qui sont sur des maladies graves, mais aussi sur des marqueurs maladies potentiellement œsophage, estomac, des marqueurs sur lesquels toi tu étais présent, on vient de le dire. Mais le vrai avantage, c'est facilité de réalisation, en tout cas pas en France, mais en tout cas facilité de réalisation. L'utilité pour poser vraiment une baseline un petit peu, c'est pas un outil de vérification. C'est pas un outil de data tracking, ça sera beaucoup plus un test sanguin, donc comment on va progresser sur tel marqueur, juste parce qu'il y a un tel consortium de marqueurs que c'est pas intéressant de voir sa progression sur sa prédisposition sur certains gènes, ça va pas progresser, c'est pas... si ça progresse c'est peut-être que le test il était foireux, mais... moi ils m'ont dit que par exemple les résultats pouvaient varier d'un labo à l'autre, tu vois. Après je pense pas que ça varie de... Moi, je pense que ça varie sur les bases de données sur lesquelles ils utilisent. Sur un test sanguin qui te donnera les mêmes données, quoi. En termes de... machin, un truc, bidou. Ah oui, non, ça, sur les micronutriments, ça devrait... Il n'y en a pas un qui va te dire t'es à risque sur cette maladie et l'autre qui va te dire non, je pense, à mon avis.
Je me pose la question plutôt sur les bases de données qu'ils utilisent, parce que je vois pas d'autre manière de faire que de croiser des métadonnées sur tous les gènes qui sont présents dans telle maladie. Donc s'ils n'utilisent pas les mêmes bases de données, je ne sais pas si sur une maladie, il y a un labo qui regarde plutôt 6 gènes et il y en a un qui regarde 8. Bon, enfin, je pense que tu peux avoir des... Faut savoir à quel point il y a eu une avancée technologique ou pas dessus, tu vois. Oui, mais c'est quelque chose, sur ce point-là où on ne peut pas définir de règles précises ou d'être certain à 100%. C'est vrai que ça donne un doute, en science, on dirait que ce sera un doute raisonnable. Quand il y a tellement de facteurs qu'on regarde et qu'on croise des métadonnées qui peuvent être débattues toutes, j'imagine, forcément, il y a un doute raisonnable. Là où on prend un marqueur juste au niveau des micronutriments, à partir du moment où tu n'as pas de données d'analyse en mode ta vitamine D est basse, tu as potentiellement des risques sur la gestion de ton insuline. Ça, c'est cette zone-là en fait où ça la rend un peu moins scientifique, on va dire. À partir du moment où il y a une dose d'interprétation, et donc là, c'est ouvert au débat. Mais dans tous les cas, c'est des tests que je recommanderais à faire, qui sont bons à faire une fois dans leur vie, mais comme tu le disais, il faut se connaître soi à la base, il faut backup aussi avec le carnet de santé, avec son expérience de vie, pour au moins être sûr de retrouver des choses qui se corrèlent entre elles. Toi, c'était l'estomac, typiquement, ça s'est corrélé. Le profil inflammatoire, c'était corrélé avec ton expérience de vie. Donc, ça rassure un petit peu par rapport à ces tests-là. Et ça permet de faire un peu d'anticipation. Voilà. L'anticipation, c'est pas bien de la prendre trop tôt. Tu vois. Pour quelqu'un qui n'aurait pas pris en main sa nutrition, qui n'aurait pas trop de ressenti interne développé, qui n'aurait pas d'expérience au niveau du mouvement de la kinésiologie, prendre ces infos de grande anticipation, je pense pas que ce soit bon à faire. C'est bien à faire quand tu es déjà dans une dynamique d'amélioration de soi. Et donc, du coup, de voir potentiellement là où tu as progressé, si tu as déjà eu un test sanguin auparavant. Mais surtout, de voir ce que tu donnes quand tu es plus ou moins, entre guillemets, en bonne santé ou déjà dans une dynamique. Et ça permet de ramener des choses dans la dynamique. Là où recevoir une information, les gens reçoivent l'information de manière très différente. Entre une personne où on lui dit tu es prédiabétique, d'une personne à l'autre, il y en a un qui va se dire alors ça sert à rien d'aller contre la chose, ça va arriver de toute façon. Et tu as une autre personne qui va se dire oula, il y a un levier fort, il faut que j'améliore mon épigénétique, mon style de vie pour pas que ça arrive. Et donc tendanciellement, les personnes qui ont le deuxième réflexe d'amélioration, c'est déjà des gens qui sont dans l'amélioration de soi. Ou alors, des gens, ça peut leur arriver, un électrochoc, mais il faut qu'il y ait un sur-soi qui soit présent dans les personnes. Donc, politique de santé publique, je ne le mettrai pas, les gens ne sont pas prêts pour ça, c'est vrai. Par contre, au niveau personnel, amélioration de soi, médecine un peu plus personnelle, ça c'est vraiment, je dirais presque un staple. J'ai pas changé d'avis dessus, en tout cas j'ai développé plus de connaissances dessus, et ça peut devenir un staple dans l'amélioration de soi. Vous savez, au bout d'un moment, quand on a une quête d'amélioration de soi, on va prendre des screenings du côté très génétique, du côté épigénétique. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'analyse et l'extrapolation qu'on en fait. Okay, donc à partir du moment où, je l'ai dit, à partir du moment où il y a analyse et extrapolation, il y a débat. Et forcément, on peut toujours trouver le comment, il peut être fait de manière bien différente. Mais dans tous les cas, c'est d'avoir au moins un pont qui soit fait, une première analyse, comme toi tu as eu avec le médecin. Je vous recommande de baisser le stress, je vous recommande des guidelines très générales. Et après, la personne qui va s'en occuper, qui est dans sa zone de compétence dans le terrain, le coach, va pouvoir donner du coup des actions concrètes à mettre en place et être plus intelligent par rapport au style de vie de la personne, agencer les choses. Le coach, il est là vraiment pour implémenter de nouvelles choses avec un rapport entre nouveauté et charge mentale qui est le plus correct possible. En tout cas, c'est pareil, c'est risk-reward, c'est toujours pareil, quoi. C'est un problème que j'avais eu, je pense, entre parenthèses, au début de NW, où je voulais tellement mettre tout mon écosystème à disposition tout de suite que vous receviez un bloc préparation physique et surtout le gros bloc de nutrition plus supplémentation et tous les objectifs qui étaient adjacents à ça. Alors pour vous, les 4-5 premiers, vu qu'il y avait un côté expérimental un petit peu dans tout ça, vous avez été ouvert à l'expérience et du coup vous l'avez... on était déjà dedans. Oui, moi j'avais déjà poussé les curseurs. C'est toi, pas un grand changement. Elliot, Reynolds, vous avez tous les quatre. Moi j'avais déjà une diète extrême, et extrême je veux dire en termes de... entre le niveau lambda et avancé. Là, en tout cas, ça a bien marché. Maintenant, on essaie de faire des choses qui sont beaucoup plus progressives, faire une grosse phase de screening qui permette de récolter l'info, extrapoler l'info, que la personne elle internalise ces informations. La première value, vraiment dans ce qu'on propose, c'est la partie connaissance de soi, connaissance profonde de la génétique, de l'épigénétique et toutes les corrélations qui sont liées à ça. Et ce qui marche bien la plupart du temps,
c'est que vu qu'au final on propose une analyse nouvelle à la personne, mais c'est très personnel. On touche juste à chaque fois. Et donc, vu qu'on touche juste, la personne internalise beaucoup plus ces informations. Ah, je suis comme ça, c'est vrai. Ah, du coup, ça vient de cette information-là. Et je le comprends, je l'internalise. Et derrière, le travail qu'on met en place, il fait beaucoup plus de sens. Et en tout cas, la transition entre qui je suis et du coup, qu'est-ce qu'on va faire, elle est beaucoup plus graduelle et l'internalisation est meilleure. Par contre, ça demande quand même un niveau d'engagement. Déjà pour moi, qui est 20 ans de sport, plusieurs années de nutrition, qui est creusé du coup les compétences, les connaissances, etc. liées à ça, à l'alimentation, la supplémentation, le sport, etc. Plus en me connaissant, j'ai quand même pris une énorme claque dans la gueule. Ah oui, de toute façon, il y a toujours la marge Je d'apprendre. pensais être avancé, en fait, j'étais qu'une merde. Quoi. Non, pas spécialement. Mais il y a le côté coaching qui fait toute une différence. Ouais. Le côté point de vue extérieur, etc. Mais tu m'as résolu mes blessures tout en gardant mon physique, tout en étant pas en surentraînement, manger moins et toujours prise de poids, etc. Ça, c'est les notions de métabolisme. Moi, j'étais en train de me battre avec absolument tout ça, tu vois. Ben, justement, c'est le côté être toujours en combat avec son corps. Ça, c'est un vrai problème parce que dans le fitness de manière générale, dans la nutrition, dans le sport, la plupart des gens sont sur un modèle résolution de problème en fait. Et pas résolution, amélioration de vie de manière générale. Je vais perdre du poids, je vais me faire bien du mal là, tu vois. Bien du mal, je vais perdre mes 2, 10, 20 kilos. Et je vais me faire du mal. Je vais tout mettre, je vais même framer le truc pour que ça me fasse du mal. Parce que no pain, no gain. Et surtout, pour qu'il y ait du résultat, il faut que je me fasse mal. C'est pas mal, hein. Moi j'aime bien recevoir des gens qui ont cette mentalité-là parce que c'est des gens du coup qui sont ouverts à l'expérience. Mais ce que j'aime bien, c'est du coup avoir un retour en mode je pensais pas que ça allait être aussi simple. Enfin, entre guillemets. En tout cas, que ça allait pas me coûter autant de points de vie, tu vois. Parce que moi, ça m'avait coûté des points de vie de ouf. Bah ouais. C'est-à-dire quand tu veux permabulk, quand tu veux faire une prise de poids sur le temps long, ton métabolisme, de la même manière que quand tu veux perdre du poids sur le temps long, ton métabolisme il est vivant. Okay, il va s'adapter à un moment. Et si tu lui proposes pas des stratégies qui sont connexes sur le volume alimentaire, sur la qualité de la nutrition, sur le scheduling des macronutriments, il va toujours s'adapter à la même chose et il va se renforcer par rapport à ça. Le but du corps, c'est de rester dans l'homéostasie. Parfois, on crée, donc c'est de l'équilibre au niveau biologique. Parfois, on crée cet équilibre-là sur des mauvais leviers. Une personne qui est, on va dire, anorexique, elle crée aussi une homéostasie par rapport à ça. Au bout d'un moment, le corps trouve un équilibre aussi dedans, un équilibre qui est négatif, mais qui est un équilibre aussi. Et donc, pour relancer ça, il ne s'agit pas simplement de dire à la personne qui était à 500 calories par jour, mange 2500, 3000 et ça va bien se passer. Au contraire, il peut y avoir des gros problèmes au niveau métabolique. On peut se retrouver sur une personne qui va plus prendre de poids, qui va prendre 10 kilos et qui va plus prendre de poids alors qu'elle est en surcalorie. Surtout l'inverse, en réalité, la plupart du temps. Des personnes qui font, c'est un exemple que je reprends souvent, mais si vous faites 1m80 et 85, vous faites 75, 80 kilos, et que vous voulez perdre du poids et que vous ne perdez pas de poids à 2000-2200 calories, il y a un problème au niveau métabolique. Il y a un problème au niveau métabolique. Il demande screening, il demande stratégie et il demande de faire tout autre chose que d'aller chercher un déficit calorique dans ce cadre-là. C'est vraiment, vraiment super important d'être stratégique. Tous les leviers sont bons à prendre. C'est comme dans plein de choses, comme dans le sport, comme dans le business. Il n'y a aucune mauvaise idée sur le papier. Mais après, la stratégie, vous n'allez pas saisir tous les leviers. Vous voulez vendre du high ticket, vous allez prendre des stratégies high ticket. Ouais, ce serait une bonne idée. Sur le papier, on peut faire marcher le truc en low ticket. Mais c'est pas stratégiquement ce qu'on veut. C'est pas le comment est pas intéressant là. Et surtout, ça va créer d'autres problèmes. On va peut-être même changer le pourquoi au final. Et on veut pas changer ce pourquoi là. Ça, c'est important. Donc dans tous les cas, test génétique, c'est validé. C'est facile à mettre en place pour peu que vous ne viviez pas en France. Ou que vous allez faire un petit tour de l'autre côté de la frontière. Et ensuite, toutes ces données-là, elles méritent extrapolation, elles méritent hiérarchisation surtout. La hiérarchisation est extrêmement importante dans la santé, dans la nutrition, dans la longévité. On en avait parlé avec les gens qui prennent des marqueurs physiologiques qui veulent un petit peu rien dire, qui ne sont pas forcément significatifs, qui ne sont pas stratégiques en fait. Dans la hiérarchie, ils ont un levier qui est très faible et qui veulent monitorer toujours soit par le bas, soit par le plus, selon les problématiques. Ça marche rarement en réalité. Il faut être stratégique. Et il faut avoir quelqu'un potentiellement qui a cette capacité d'analyse ou en tout cas développer des process internes qui sont forts. J'ai une dernière question pour toi. Si tu avais 3 conseils à donner aux entrepreneurs ou les entrepreneurs en devenir par rapport à la gestion de leur santé au global, ça serait quoi? Si tu avais 3 thèmes, 3 conseils, même des conseils précis, directs, ce serait quoi? Ça tombe bien parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs pêcher énormément sur ce côté-là.
C'est-à-dire qu'ils réussissent, ils ont de l'argent, etc. Mais niveau sport, ils sont au niveau zéro de la force. C'est-à-dire qu'ils ont un capital qu'ils ont poussé très haut, Ouais. peut-être du côté économique, Ils du sont côté en développement, surpoids, etc. ils sont tous skinny. Mais le capital physique, le Mm. capital santé de manière générale, ils ne le traitent pas. Mm. Et du coup, ce serait quoi tes conseils? briser les fausses croyances. C'est-à-dire que comme on l'a évoqué, le sport est extrêmement corrélé à l'entrepreneuriat en termes de performance, etc. Et donc à son utilité en système nerveux, etc. Donc sport, supplémentation, alimentation. Ce seraient les trois choses à... C'est une incentive Ouais. générale, c'est-à-dire mettez les pieds dedans, quoi. Mettez les pieds dedans, sortez-vous les doigts. Ouais, c'est Polo au carré qui parle. Parce qu'il ne faut pas effleurer le sport ou effleurer... Enfin, tu peux. Par exemple, nutrition et supplémentation, il y a du 24. Je pense que quand tu dis sortez-vous les doigts, c'est aussi maintenez, serrer les rangs. Tu vois. Ouais, C'est- il va c'est falloir pas- se taper dedans avec la même intention que faire de l'argent Voilà. dans le sport. Mhm. Parce que, comme on a vu, c'est des marqueurs super importants en termes de longévité, etc. Mhm. Et donc, ouais, il va falloir aller se faire du mal à la salle, se faire du mal en courant, etc. Mhm. Et faites-vous accompagner. Ouais. Parce que même moi, qui a fait 20 ans de sport, de machin, rien à voir, le jour et la nuit. Je suis tout à fait d'accord. Je rajouterai un point personnel, c'est le point du podcast, c'est ne banalisez pas. C'est très dangereux dans la vie quotidienne, dans l'espace mental, Je pense de que banaliser les choses. Le gouffre entre... Surtout avec toi, qui as ce niveau de compétences, etc. Mais le gouffre de connaissances et de compétences et de passage à l'action, il est banalisé de ouf. Ah oui. Genre, Bah, j'aimerais que tout le monde teste juste ce que tu fais et qu'ils se rendent compte de... Il y a le jour et la nuit, tu vois. on me flatte beaucoup, mais en tout cas, Partiel. dans tous les cas, comme tu as dit, je pense que les initiatives générales de mettre les pieds dans le plat et de l'adresser en permanence en fait. C'est pas régulièrement, c'est pas une fois dans la semaine, c'est toujours l'avoir en subconscient, de se dire je mange, même quand vous mangez de la merde, c'est vous mettre en tête que je mange pour mon bien, ok. Et ça permet juste de toujours rester dans ce cadre-là de performance soutenable. Même quand vous vous autorisez à faire une semaine de vacances et c'est n'importe quoi. Dans tous les cas, si vous framez ça comme moi, la nutrition, c'est égal à ma vie future, ma santé future, même juste mes performances au quotidien, vous mettez ça juste en tête, les actions qui vont suivre, elles sont toujours positives par rapport à votre nutrition. Vous rattraperez beaucoup plus tôt les moments où vous cédez à votre pente négative, c'est important, vous anticiperez beaucoup plus ça, et quand vous serez dans le positif, vous serez beaucoup plus récompensé. Parce que vous savez que vous avez créé un pourquoi et vous savez que vous allez dans ce sens-là. Après, au bout d'un moment, ça c'est des grosses guidelines générales, ça s'épuise assez rapidement, il faut trouver des sous-objectifs, des sous-pourquoi, des sous-comment, et ça c'est l'expérience, ça faut s'ouvrir personnellement à cette expérience-là. Il faut essayer de pas trop se bouffer trop d'informations à la fois, c'est important. Souvent dans le groupe commun NW, partager des vidéos, etc., des thématiques, et c'est souvent dénué de contexte par défaut parce que c'est des plateformes de vulgarisation et je le fais aussi de mon côté, en tout cas j'essaye de le faire le plus efficacement, mais c'est souvent des micros, voilà, on a pris la loupe, on a regardé cette partie de l'étude, on a regardé cette partie du sujet, les glucides c'est un gros sujet par exemple, et Elliot en particulier on en voit souvent, la gestion des glucides, c'est un sujet qui est tellement multipolaire, tu peux aborder sur des angles très stratégiques, il y a des guidelines qui sont d'utilité publique, et après il y a de dire des oui et non quand c'est vraiment de l'utilité publique, de la santé publique, c'est très dangereux en fait. C'est très très dangereux. Il y a trop de facteurs de personnalisation, d'âge, de trucs, de plein de trucs à prendre en compte. Et puis surtout en termes d'information, les gens s'y perdent énormément et ils vont être, au bout d'un moment, c'est pour n'importe quoi, pour n'importe quelle chose que vous apprenez. Si vous apprenez tout et le contraire dans le même temps, vous allez être dégoûté en fait. Je pense que tu te rends pas compte, peut-être tu t'en rends compte, mais il y a... je m'en rends plus en plus compte justement en 99% coachant. qui sont à côté de la plaque complète. Dans la frame générale même déjà. Et d'ailleurs, ça va même il faudrait démocratiser ce type entrepreneur-investisseur. Ils sont tous là, liberté financière, machin, etc. Parce que je veux du temps, je veux de la liberté, je veux voir mes enfants, etc. Et il y en a 80... je vais me faire taper dessus. Je vais me faire taper dessus quand je dis ça. Mais Puis, je pense aussi qu'il y a une grosse partie des gens, et je vais finir là-dessus parce que ça peut lancer tout un autre sujet, mais
trouver votre pourquoi, c'est pas forcément le but ultime de la vie. C'est important de mettre du sens profond dans les actions que vous mettez, mais c'est pas non plus une obligation ultime d'avoir les objectifs long terme les plus fantasques possibles. Hein. C'est vraiment pas le cas. Construire une bulle mentale et la projeter dans le temps, donc au long terme, créer un idéal, des relations à la maison, le foyer, des relations au développement personnel, des relations à la famille, au cercle social, etc. Ça n'a pas besoin d'être rempli de fleurs, de feux d'artifice, etc. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens que j'ai en consultation côté prépa mental où ils cherchent un côté, il faut que je trouve, chez Umento c'est Ikigai, c'est super important, c'est une belle quête, mais en fait, sur moi ça marchait pas, tu vois. En fait, c'est surtout que ça marche dans des périodes, j'ai des cycles. Oui, c'est comme la motivation en fait, l'ikigai. Et le bon côté de ça, en fait, c'est la quête de le trouver. C'est ça qui est le plus important en fait. C'est ça qui est vraiment le plus important. Une fois que tu attends ton pourquoi, tu es là et ensuite quoi. Ouais, ça va évoluer le pourquoi. C'est jamais vraiment, ça peut jamais englober tout ce qu'on a envie dans la vie, que ce soit du côté plutôt des sens, que ce soit du côté intellectuel, très reptilien. On n'arrive jamais tout à aligner. Donc, chercher à mettre dans l'ikigai toute cette zone-là, c'est une super bonne quête. Après, que vous y arriviez vraiment à trouver le pourquoi ultime, je pense que ce serait un peu égotique de dire je vais le trouver vraiment le truc parfait. Quoi. Ça fait très manga en fait dans l'idée. Il y a des gens qui atteignent un stade et qui s'arrêtent là, tu vois. Mais là, pareil, on rentre dans neurotype, machin, truc du jeu, etc. Et je pense que c'est important de se concentrer sur l'incentive. Voilà, comme tu l'avais dit, mettez les pieds dans la nutrition et d'être dans cette quête-là, parce que cette quête-là, en fait, c'est tout ce qui compte. De toute façon, du côté biohacking, du côté longévité, santé, c'est une quête qui s'arrêtera que quand vous mourrez. Donc, à partir de là, il y a des grandes familles de choses que ça, je ne veux pas le perdre. C'est important, la création d'objectifs et de standards. C'est surtout qu'est-ce que vous ne voulez pas qui arrive. Donc, mettre une résistance basse. La résistance haute, vous la mettez, elle va évoluer, vous la mettez un peu où vous voulez. Tant que c'est un côté motivationnel, tant que ça reste dans le positif, c'est bien, mais ça peut évoluer, surtout dans le comment. Donc, trouvez surtout les choses que vous ne voulez pas qui vous arrivent. Ensuite, essayez de développer une quête vers du plus, donc trouver un certain idéal, essayez d'avancer dans cette quête-là. Et après, très naturellement, soyez flexible sur votre amélioration. Soyez vraiment rigide sur ce que vous ne voulez pas qui arrive. Ça va conditionner la réussite. Ça va conditionner surtout de ne pas redescendre trop bas. Et ensuite, permettez-vous d'être un peu plus ouvert d'esprit. Ne vous dites pas que arriver à une bonne forme physique, c'est uniquement en faisant du running ou en faisant du crossfit ou en faisant de la force, etc. Le comment, on peut le trouver partout et ça va modifier votre pourquoi vers le haut. Et c'est de la même chose du côté de la nutrition. Soyez stratégique. Vous avez fait un jeûne intermittent, ça vous a bien réussi. C'est magnifique, c'est un bon outil, vous l'avez utilisé au bon moment. Est-ce que ce sera le bon outil pour dans 2 semaines, 3 semaines, un mois, 10 ans? Pas forcément. Soyez ouverts sur les objectifs. Tout ça, c'est du comment. C'est de la méthodologie. C'est absolument pas un mantra. L'ikigai n'est pas faire d'un jeûne intermittent. L'ikigai n'est pas être un moine ascète, forcément. Ça évolue. En tout cas, dans le plus, c'est là qu'il faut se relâcher un peu et se permettre de faire beaucoup de choses. Et vers le moins, par contre, il y a des standards très précis. Je ne veux pas ressembler à ça, je ne veux pas ne pas être en capacité de me baisser, etc. Ça vous permettra par exemple dans l'entraînement d'éviter les blessures. Puisque si votre objectif c'est je vais être mobile sur toutes mes articulations, je vais pouvoir bien bouger, et que dans l'entraînement vous commencez à toucher des plateaux où vous vous blessez, de suite ça va vous raccrocher à ce que vous ne voulez pas. Vous allez passer de j'ai fait un truc pour faire bien, là je redescends plus bas que mon standard, il y a quelque chose à ajuster. Moi c'était mon déclic. C'est les blessures. Et pour quelqu'un d'extrême se blesser, c'est encore pire. Parce que là, tu peux plus t'entraîner. Et là, c'est encore pire que de se blesser, en réalité. C'est pire que d'être fatigué, c'est pire que truc. Et c'est ça qui m'a ramené à la longévité aussi. C'est une très bonne conclusion. J'espère que vous avez passé un bon moment sur la chaîne, sur ce podcast, que vous l'écoutez en version audio ou vidéo avec nos 2 belles têtes. Avec un mauvais éclairage, on va essayer de faire mieux en termes de setup. Mais pour l'instant, c'est la débrouille, c'est la forme, c'est le fond qui va compter plus aujourd'hui. On verra plus tard pour la forme. Si ça vous intéresse, toutes les thématiques qu'on a abordées, vous pouvez vous rendre en description sur l'agrégateur de liens pour voir toutes nos offres sur NWE pour améliorer votre santé, améliorer votre potentiel de performance avec les compétences dérivées du sport à haut niveau.
vous abonner à la chaîne, vous commentez, ça ferait toujours plaisir. On n'est pas là pour faire 150 millions d'abonnés, mais bon, si on peut avoir un petit peu plus d'existence, c'est toujours cool. Je te remercie Polo d'avoir accepté l'invitation, Merci à pour toi. ton témoignage et d'avoir été ouvert à l'expérience, d'avoir vraiment beaucoup échangé sur ton cas. Ça a permis de rebondir sur plein de sujets. Pour les prochains invités, je pense que tu seras aussi de la partie, mais on va essayer de décrocher des invités qui ont une pertinence sur ce domaine-là. Et puis en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.